Salut les crinqués! Aujourd'hui, au podcast, on parle du film préféré de Marc de Paperman Gagnon, Titanic. Oui, tout à fait. Poisson d'avril. 2 heures de temps sur le Titanic. Avec un preview pour le Titanic 2. Ah oui, ben, qui existe. Oui, surtout. D'ailleurs, oui, il y a un film qui s'appelle Titanic 2. Mais non, c'est un poisson d'avril. Mais tel que le Titanic, on s'en va dans le fond de l'eau et on parle à l'épisode 137 de poisson. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain The Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. « 137e épisode du podcast des crinqués et aujourd'hui, mentionnons-le pour les gens qui nous écoutent en différé, on enregistre ça le 1er avril. Oui, donc on s'est dit, comme Red n'est pas là, on veut absolument qu'il soit là pour notre volume 2 sur les virus, cette fois-là virus informatique. On s'est dit, ben tiens, pourquoi pas parler des poissons dans la culture pop. Mais des poissons d'avril dans le monde geek aussi, il me semble que ça... En tout cas, moi, j'ai 2-3 exemples savoureux de poissons d'avril dans le monde geek. Paperman, salut. Salut. Imaginatrix, salut. Salut. Et prompt rétablissement Arrête de Gamer qui est sur le dos, qui prend du mieux puis qui va être là au prochain podcast. Yes. Repos. Oui, absolument. On vous rappelle qu'on est sur podcastdescrinqués.website, on est sur Facebook, on est sur les différentes plateformes de streaming, on est sur YouTube en vidéo aujourd'hui et comme on le fait d'habitude, on prend un élément de la culture populaire, on l'analyse, on voit toute sa portée, puis on essaie de vous donner le goût d'en savoir un petit peu plus, puis on s'est dit, des poissons dans le monde geek, il y en a. Un ou deux. Oh, moi, j'en ai trouvé 4-5. Je pense qu'il y en a plus dans ton domaine du petit écran, du grand écran. Que... J'ai hâte de connaître la liste des romans mettant en vedette des poissons. Ils vont peut-être être déçus. Si on parle des sirènes, justement, il y en a quelques-uns. C'est ça, parce que je me suis questionné. Est-ce qu'on parle des sirènes? Bien, évidemment, la définition d'une sirène, c'est une personne mi-humaine, mi-poisson. Mi-poisson. Donc, OK. À la base, c'est ça. C'est pas un poisson, même que je pense que dans la fiction, appeler une sirène un poisson, c'est comme... C'est l'insulte. C'est limite une insulte. Mais ça reste qu'il y a quand même la moitié de son corps qui vient du poisson. C'est vrai. C'est une chimère. Exactement. OK. Qu'est-ce que ça t'inspire, les poissons, dans la culture pop, Imaginatrix? Ben, en fait, moi, je me suis plus arrêtée sur le fait qu'on est le poisson d'avril. Puis, je me demandais, ça vient d'où? Ça a parti comment, cette histoire? Le poisson d'avril? J'ai aucune idée. Ben, moi aussi, j'en avais aucune idée. Puis, honnêtement, l'histoire en a à peu près aucune idée non plus parce que... Est-ce que c'est encore pertinent aussi, le poisson d'avril? Oui, ça, c'est une bonne réflexion. On va y revenir. Oui, parce que moi, j'ai fait une montée de lait là-dessus cette semaine. Puis bref, c'est vraiment des origines qui se sont perdues à travers le temps. Il y a plusieurs suppositions, il y a plusieurs légendes ou théories par rapport à ça. La plus lointaine remonterait à la Grèce antique, où on dit que le 1er avril, on célébrait... En fait, le 1er avril, c'était parce qu'il fallait que ce soit 12 jours après l'équinoxe du printemps. Fait que ça tombait le 1er avril. Puis, il fêtait une espèce de fête de la farce. OK. Et bref, c'est ça, il célébrait le dieu de la farce en faisant des farces cette journée-là. OK. Ça l'aurait probablement peut-être parti de là. Sinon, l'origine la plus connue, surtout pour nous les francophones qu'on connaît, c'est que ça serait parti en France dans les années 1500. À cette époque-là, on fêtait le Nouvel An en France, dépendamment de la région. Il y en avait qui le fêtaient plus dans le coin de Noël, il y en a qui le fêtaient plus dans le coin de Pâques. Puis le roi de France a décidé d'unifier ça pour tout le pays et a mis ça après Noël. Fait qu'il a mis le Nouvel An au 1er janvier. Puis le Nouvel An, c'était anciennement la tradition qu'on se donnait des cadeaux. C'était pas à Noël, dans le temps qu'on le faisait, c'était vraiment au jour de l'an. Puis à cette époque-là aussi, c'était comme ça. Alors, les gens qui ont décidé de continuer de célébrer le Nouvel An au printemps,
il faisait un peu rire d'eux. Fait que les gens qui, eux, avaient adopté la date officielle, là, ils se moquaient d'eux en leur faisant des cadeaux niaiseux. Des cadeaux de farce, là, des trucs comme ça. Fait que, apparemment que ça venait de là. Mais sinon, il y a un truc qui est particulier à la francophonie, c'est qu'on est pas mal les seuls qui utilisons le terme poisson d'avril. C'est ça. Le mot poisson. C'est ça, parce qu'en anglais, ça n'a rien existe à voir pas avec les poissons. Non, en anglais, ça n'existe pas le poisson d'avril. Fait que là, ça d'où ça vient, ben encore là, il y a plusieurs théories. Il y a la théorie qui est plus religieuse, qui était liée au carême, parce que vu que le 1er avril, ou ben non, Pâques, c'était la fin du carême, puis pendant le carême, tout ce qu'on avait le droit de manger, c'était des poissons. Mm-hmm. Fait que ça aurait peut-être un lien par rapport OK. à ça. Aussi, le poisson qui est comme un symbole qui est associé à Jésus. Fait que ça aurait peut-être une origine par rapport à ça. Sinon, il y avait aussi l'ouverture de la pêche dans certains pays où, pour faire des blagues aux pêcheurs qui s'en allaient, on leur offrait un poisson ou pour faire comme une farce. OK. Sinon, ben, il y a le signe astrologique aussi. Il ne faut pas oublier que à l'équinoxe du printemps, c'est la fin du signe du poisson. Mm-hmm. Fait qu'il y a peut-être aussi... C'est vrai, ma mère est née au mois de mars, puis c'est vrai. Exactement. Oui. Fait qu'il y a peut-être... Fait qu'on voit que poisson et printemps, ça a beaucoup de signification ensemble. Fait que ça a beaucoup de liens. OK. Ça vient probablement de là. L'expression poisson d'avril, si on en remonte dans les anciens textes, on en trouve une référence en 1466 dans un texte où on racontait que le poisson d'avril, c'était un jeune garçon qui était chargé d'aller porter des lettres d'amour de la part de son maître. Puis cette expression-là, elle s'est un peu modifiée avec les années. D'ailleurs, en 1718, l'Académie française désignait cette expression-là, l'expression « donner un poisson d'avril », comme le fait de faire des démarches inutiles à quelqu'un pour se moquer de lui. Puis c'est d'ailleurs un poisson d'avril, un April's Fool, très répandu en Grande-Bretagne. OK. Où on riait des fois un peu, je pense que c'était surtout des Écossais, en leur faisant porter une missive. Puis la missive, elle disait ceci est genre un poisson d'avril, envoie le porteur de ce message-là à une autre personne, puis il faisait voyager la personne comme ça en le prenant un peu pour un con. Mm-hmm. Fait que l'expression s'est modifiée de aller porter des lettres d'amour à aller porter des lettres pour rien. À n'importe qui. Fait, à n'importe qui, exactement. Fait que c'est un peu ça les origines qu'on connaît. Fait que vous pouvez voir que ça se mélange. C'est nébuleux. C'est très nébuleux. Oui. Parce que, tu sais, si on prend l'origine qui est la plus connue pour nous, qui date des années 1500, ben on avait déjà entendu parler de l'expression poisson d'avril avant les années 1500. Fait que il y a rien d'officiellement déclaré par rapport à ça, mais ça fait partie du folklore puis de l'histoire là, de plusieurs cultures. OK. Mais sinon, on va revenir sur ton point quand tu parlais de la pertinence du poisson d'avril. Hey. Tu sais, on l'a vécu aujourd'hui, là, on les a toutes vues, les farces qu'on fait. Puis là, en plus, avec l'Internet aujourd'hui, là, ça tire de la mauvaise nouvelle, pas de la mauvaise nouvelle, de la fausse nouvelle, mais qui est comme consensuelle parce que c'est le 1er avril. Oui. Il y a une façon de le faire aussi, évidemment, un poisson d'avril. Faut que tu le dises que c'est un poisson d'avril. Oui. Surtout avec toute la désinformation qui circule de nos jours. C'est ça, puis c'est là où moi j'ai de la misère. Le fait de ne pas laisser d'indices dans ton poisson d'avril, comme de quoi que c'est un poisson d'avril, ta nouvelle peut être prise hors de son contexte, puis être répartie n'importe quand dans l'année, puis être prise au sérieux par plein de gens. C'est l'enfer dans la vie d'un animateur de radio. Je peux te croire, je peux te croire. Pour les gens qui ne le savent pas, je suis animateur de radio et on cherche des sujets tout le temps. OK? Il est vrai. Puis des fous, ben c'est ça. Puis bien souvent... Puis le 1er avril... Tu le sais pas. Tu le sais pas. Puis en même temps... Puis 3 jours après, tu le sais pas plus. Puis c'est ça des fois, là. Mais en même temps... En tant que personne qui a de quoi annoncer aussi, tu sais, des fois, une entreprise qui a de quoi annoncer, ou le 1er avril, c'est la journée où tu peux pas faire ton annonce. Tu sais, c'est ça. Avant le show, là, je vous ai annoncé quelque chose, puis tu pensais que c'était un poisson d'avril. Non. J'ai mal choisi ma journée pour te l'annoncer. Aujourd'hui, j'ai vu
annoncé par la page du Record Store Day qu'on rééditait un film du groupe de Police en tournée dans le monde avec un vinyle pis tout ça. Je me suis dit, ils me prennent pour un tata. Mais c'était vrai. Ça a été annoncé il y a au moins 3 semaines. Ah! Non, c'est terrible. Et même quand je vais me chercher des sujets lundi, je vais regarder la date de sortie de l'article. Ouais. Il y en a qui se prennent d'avance aussi là, pour le Ben, poisson d'avril. Il y en a qui le font d'avance puis qui l'annoncent le 1er avril. C'est le bout- C'était un poisson d'avril. C'est le bout qui me répugne. Ce que tu dis depuis tantôt, c'est que le poisson d'avril, c'est la date où tu te fais pogner. Oui, c'est ça. Mais c'est en train de devenir la date où tu apprends que tu t'es fait pogner. Exactement. Et Tout à fait. regarde, ça fait 2 jours qu'on parle des nounours du beurre de peanut Kraft. C'est pas vrai. C'était pas vrai. Ça fait 2 jours qu'on parle du casque d'écoute Dyson avec masque purificateur d'air incorporé. C'est pas vrai. C'est pas vrai non plus. Non. Mais on a parlé 2 jours gratis du beurre de peanut puis de Dyson. La publicité était faite. Mhm. Tout Ah non, fonctionne. ça me dépasse. Ah. Mais c'est quoi un poisson d'avril? Tu sais, majoritairement, pour les jeunes, c'est une blague. Oui, Tu sais, ça, c'est faire, parfait. c'est de faire prendre un peu Je pense que c'est pour naïf. Ouais. là. Je pense que c'est une belle fête pour les enfants. Parce Mhm. qu'avec les fameux poissons dans le dos, tout ça, là, Oui, je oui, trouve oui. je Hey, trouve j'en ça, ai découpé des poissons. ah ouais, Mhm. tu sais, ça, je trouve ça super cute, là. Mais les fausses nouvelles, là, honnêtes, là. Les fausses nouvelles, c'est un aspect, mais il y a aussi, tu sais, quand tu es enfant, là, tu fais ça en toute innocence, tu Ben fais oui. ça pour le plaisir. Mais quand tu es adulte, oui, tu peux faire ça pour le plaisir. Tu peux faire ça en chum, mettons, vraiment, pour avoir du plaisir. Mais si tu le fais pour rire des autres, à un moment donné, Mhm. Les faire mal paraître. parce qu'à l'origine, c'était une forme de classisme, si on veut, là, de dénigrer les gens qui étaient pas actuels, tu sais, qui étaient pas au fait des nouvelles coutumes. Puis ça peut être ça aussi, là. Ça peut être des gens là, qui font ça pour faire de l'intimidation. Justement, tu nous parlais dans le pré-show, là. Ouais. Ça peut être une bonne excuse pour qui. Je pense que c'est un truc qui est à surveiller, je dirais, si on est témoin de tels comportements. Il me semble qu'en 2022, là, ça fait comme 2 ans là, qu'on vit dans une constante Guerre de guerre de désinformation. désinformation Ouais. et de fausses nouvelles où ce que la crédulité des gens est de plus en plus incroyable. Je veux dire, il y a des gens qui sont prêts à croire n'importe quoi. Oui. Là. Je veux dire, c'est incroyable. Là. Je veux dire, faut que tu fasses attention parce que des fois, tu mets une joke ou tu mets une niaiserie comme les chats viennent d'une planète extraterrestre. Il y en a qui vont te croire. Mhm. Puis tu vas être repris hors de ton contexte. Ben oui, après ça, tu risques vas être d'être repris hors de C'est ça. contexte, puis ça va partir à... Tu vas être invité à présenter des conférences là-dessus. Oui, écoute, je pourrais faire des millions avec ça. Mais c'est incroyable. Je veux dire, moi, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point le jugement des gens diminue d'année en année. Mhm. Parce que tu as des nouvelles qui sont tellement farfelues. Là, c'est le 1er avril, on se dit, bah, ça, c'est sûr que c'est pas vrai, c'est tellement farfelu. Mais ça fait 2 ans qu'on en a des nouvelles farfelues à tous les jours de la part d'un paquet de monde, puis les gens croient à ça. Mhm. Hein, il y a des enfants qui se cachent dans des meubles de chez Wayfair. Tu sais, tu dirais ça le 1er avril, tu ferais comme la foi du bon Dieu. Tu me prends pour un Tu me cave. prends pour un cave. Mais non, je veux dire, c'est même pas un poisson d'avril. C'est rendu quasiment le 1er avril à l'année longue. Oui, Ouais, oui, c'est oui. ça. Mais moi, ça me décourage. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, c'est pas une journée que j'apprécie grandement. Non, puis, tu sais, à un moment donné, à force de vouloir en faire aussi, ça manque, ça vient que c'est plus drôle. Tu sais, il y en a qui Mhm. manquent carrément d'originalité. Là. Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, j'ai vu 3 poissons d'avril par rapport à une compagnie ou une personnalité publique qui se partait des chandelles ou des parfums ou des trucs parfumés. Oui, là. oui. Non, non, C'est comme, c'est ils se sont-tu parlé, tu sais? c'est ça. C'est Ricardo qui a trouvé Ricardo, quoi faire avec sa chocolat, satire. chocolat favori. OK. Fait que tu sais, c'est comme, bon, OK, forcez-vous un peu plus, là, parlez à vos communications, puis
Trouver de quoi que C'est ça. Moi, ce matin, qui va interpeller vos usagers. c'est ça. Je puis- disais à ma blonde, je vais faire le pire poisson d'avril du monde. Je vais dire que je suis rendu célibataire. OK? Il n'y a rien de plus quétaine que ça, de marquer le 1er avril que tu es rendu célibataire. Là. Mais T'as finalement- changé ton statut? Non, c'est Ok. pas ça que j'ai Je suis mis. sûr qu'il y a Non, des gens qui t'auraient non. cru. Non, moi, j'ai marqué que j'avais avoué à ma blonde de coucher avec une femme mariée. Ben, C'est ça que j'ai marqué. C'est ça que j'ai marqué. Mais c'est pas un poisson d'avril. OK? Je suis marié avec depuis 26 ans. Voilà. Mais, Tout à fait. mais c'est ça, du monde qui ont quitté leurs études, Ah, qui ouais. se présentent pour tel parti politique. Oui, la politique. That's it. Ça, le pire, c'est quand que ça finit par être vrai, souvent. Ouais, il y a ça, par exemple. Il y en a qui sont bons, par exemple, par rapport à l'histoire. Là, l'année passée, c'était Wolverine. Il avait fait la fiche signalétique de Wolverine avec le Musée national de l'histoire du Canada. OK. Puis cette année, ils ont fait la même chose, mais avec Ryan Reynolds. Ah, Ils l'ont déclaré trésor national. OK. Puis ils ont fait une grande affiche. là, pour C'est dire vrai que Wolverine, c'est un super-héros canadien. C'est un Ben oui. héros canadien. Alors, on Ben avait oui. vraiment une cante qui était née. Mais ça, tu sais, Mhm. ça, je trouve ça plutôt drôle parce qu'en même temps, ça permet d'avoir une certaine connaissance sur certaines personnes. Tu sais, je veux Oui. dire, Ryan Reynolds, il est canadien. Puis, je veux dire, je trouve ça. Mhm. Je pense qu'il y a des belles choses à avoir, à faire, mais majoritairement, c'est des niaiseries, mais totales. là. C'est ça. Mais Mais il y a du monde qui croit ça. Moi, c'est ça Il y a qui ça. me dépasse. Le plus important, je pense, quand on fait ce type de poisson d'avril-là en ligne, c'est vraiment de laisser des indices Ben oui. clairs. Tu sais, puis pas juste mettre de quoi de tellement extravagant que tu dis qu'il y a personne qui va croire ça. Oui, il y a des gens qui croient les trucs vraiment extravagants. OK. Mais mettez juste un petit mot lié à poisson dans la publication, Ouais. un petit émoticône de poisson, un petit hashtag. Quand vous Mhm. mettez plusieurs hashtags, vous en cachez un C'est au ça. travers. Mais- Mettez des indices Mais pour très que... souvent, c'est quand tu vas avoir des détails. Ouais. Quand tu cliques pour avoir les détails, là, tu viens d'être absonné, puis là, ça te dit que tu viens de te faire avoir. Ouais. Exactement. Ça Mhm. aussi, c'est une façon Sauf de faire. qu'on est des liseux de titres. Ouais. Des fois, c'est tellement évident. Moi, j'en fais un à chaque année par rapport à la littérature. OK? Puis cette année, c'était celui sur Martin. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est une série de... un site sur Tolkien qui l'a fait, ce poisson d'avril-là. Je trouvais ça très drôle, parce que c'était indiqué que J.R.R. Martin, l'auteur de Game of Thrones, allait faire la novélisation de la série Lord of the Rings pour Amazon Prime. Ben, il y a des gens qui l'ont cru. Ouais. J'ai dit, ça me dépasse. Non, mais ça se peut qu'il la fasse, mais elle sortira jamais. Ben. Il la finira pas. Bon point. Hein? Ça, c'est pas un poisson d'avril. C'est ça, c'est pas un poisson d'avril. Ça, c'est la réalité, là. Je veux dire. Mais en avez-vous d'autres exemples de poissons d'avril? Parce que moi, j'en ai. Non, mais vas-y. Moi, je me souviens l'année passée. C'est-tu l'année passée qu'il y avait l'aspirateur à bloc Lego? Oui. Ah, en fait, c'était peut-être. des blocs Lego qui s'enlevaient dans le tour de ton pied. Oui. OK? Des blocs Lego que ça faisait une publicité pour dire vous ne marcherez plus jamais sur un Ouais. bloc Lego. Puis il y avait soi-disant un capteur de mouvement qui faisait que OK. quand le pied arrivait, le bloc Lego se s'en tassait. allait. OK. Oh, ben tant qu'à rester dans les aspirateurs, il y a déjà eu comme annonce aussi l'aspirateur, pas indépendant, là, mais qui se promène tout seul, là, Kirby. Kirby. Ben oui, mais Kirby il aspire tout. OK? Ben oui, mais c'est c'était vraiment un Kirby qui se promenait, là, puis... Puis c'était pas vrai. Ben non, voyons, ça peut pas aspirer à la poussière de même. ça aspirerait le chat. Mais c'est que quand il aspirait pas, il dormait. Puis après ça, quand il partait, non, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Autre affaire que j'ai vue, ça, je pense que c'est le pire que j'ai vu dans ma vie, c'est le jeu Super Pee-Pee Brothers. Ouais, OK. j'ai vu ça passer. Mais P-I-I comme la Wii, là. Ah, OK. OK. Ah, OK. Et c'était un vidéo. Le vidéo, tu peux encore le trouver sur Internet, là. C'est une paire de bobettes en plastique que tu mets la manette de la Wii en avant. Puis dans ta télé, il y a des toilettes, puis il faut que tu vises les toilettes. OK? Puis dans la vidéo, là, t'as des filles qui mettent ça, puis sont donc contentes de pouvoir faire pipi debout. Ah non, là, tu te dis, ils ont fait ça. Non, ils n'ont pas fait C'est-tu ça. vraiment Nintendo qui a fait ça? Non, ça, OK, c'est- OK. je pense que c'est, très souvent, c'est ThinkGeek. OK. OK? C'est un site Internet. À toutes les années, j'ai pas vérifié cette année, là, il y a une page de produits à vendre, là, que faut que tu cliques pour te mettre sur la liste, là. OK. Parce qu'évidemment, c'est des... Ouais. c'est... Moi, je me souviens du clavier copier-coller. OK? Tu ne souviens pas de ça? Non.
C'était, je pense que c'est Ting Bell qui avait sorti ce poisson d'avril-là, de compagnie informatique, je me souviens plus qui, mais c'était un petit clavier avec 3 touches. Il y avait un C, un V, puis un Shift. OK. Puis tu bloquais ça sur ton ordinateur, puis c'était ton clavier copier-coller. C'était juste pour faire du copier-coller. C'est rien que pour faire du pick. Ça, j'avais trouvé ça hilarant, parce qu'en partant, tu sais que c'est pas vrai. Là. Tu peux pas croire ça. Là. Je dis, il y a toujours bien une limite à croire n'importe quoi. Là. Il y avait une chaîne de porte. OK? Bon, une chaîne de porte, là, je veux dire, tu tasses ça de gauche à droite, puis tu t'enlèves la chaîne. Là. Mais celui-là, c'est un labyrinthe. Oui, j'ai déjà vu ça. Ah non. Tu t'embarres tout seul. Là, ils ont fait un mime avec ça, je pense. OK, c'est possible. Aussi, une imprimante 3D Play-Doh. Ah, ouais. Tu fais ton plan avec ton téléphone intelligent et c'est de la pâte à modeler qui coule. Wow. Ça fait le bonhomme que tu veux. Mais c'est que, à quelque part, ça pourrait avoir du bon sens. Ben oui, puis ça serait amusant pour les enfants pour apprendre l'impression 3D. Mais il faut que la pâte à modeler soit molle en tabarouette. Il y a des crayons 3D maintenant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils peuvent certainement faire ça. Donc, à quelque part, il y a toujours une partie de... Ça se peut-tu ou ils me prennent pour un fou? Oui, mais ça, tu sais, il y a comme une base scientifique aussi. C'est une science technique. Tu te dis peut-être que ça se pourrait. Puis l'autre affaire, là, ça aussi, ça serait assez fou pour marcher. C'est un pyjama. Une pièce avec le beanbag intégré. Le quoi? Le sac de fèves. Ah! OK? Tu te couches n'importe quel côté, puis t'es dans un Non, mais beanbag. tu te promènes, là, puis t'as un gros derrière en fèves, là. OK? Tu te promènes avec ton siège. Tu te promènes avec ton siège dans ton pyjama, puis tu t'assieds à terre. Pouf! Ah, mais avec les fameux... voyons, les Snuggies, là, depuis les Snuggies, ça pourrait exister, ça, là. J'avoue que le Snuggie était probablement un poisson d'avril en partant. Au départ, quelqu'un s'est dit, voyons donc, là, c'est juste une robe de chambre à l'envers. Ben, moi, quand on commercialise ça. Quand je regarde les infopubs qui passent à la télévision, qui se ramassent toutes chez Tic Géant après à 10 piastres, là, il y en a beaucoup là-dedans qui ressemblent à des infopubs. Là. Oui, absolument. Les Alien Tape. Les lampes de me suis fait prendre avec ça. Les lampes de poche qui résistent à des tanks. Ah oui. Tu te dis, coudonc, c'est vraiment comme c'est pratiquement des poissons d'avril à l'année. Puis j'avoue qu'après ça, quand tu vois un poisson d'avril qui ressemble à ça, tu te dis, ben, tu sais, si on sorti le Alien Tape, pourquoi ils sortiraient pas ça? Ben oui. Marche bien l'Alien Tape? Je vais l'essayer bientôt, mais sûrement pas sur un mur en gibroc et peinturé. Sûrement pas. Et la dernière chose, je m'excuse, c'est un peu en bas de la ceinture, et il me semble que c'était pour le 1er avril, mais ça peut être sorti n'importe quand dans l'année, c'est les Dildo Avengers. Ouais, j'ai vu ça passer. Oh, il me semble qu'ils ont toutes faites. Ah non, il me semble que j'ai vu Harry Potter. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Star Wars. Mais Hulk, c'était quelque chose. C'est n'importe quoi, ça. Mais ça, en même temps... C'était monstrueux. Ça peut être vrai. Je sais pas. Est-ce que Disney accepterait ça? Jamais dans 100 ans. Non, ça, c'est sûr. Jamais dans 100 ans. Il n'y a aucune licence qui parle à des enfants qui accepteraient que leur... produit se retrouve sur un geste sexuel. Non, c'est sûr. Mais tu sais, il y a tout le temps moyen de faire de quoi sans mentionner le nom du super-héros. C'est sûr. C'est vrai. Je suis sûr que ça, si ça se fait, ça va être une poursuite par une couple de millions, c'est clair. Non, ça n'a aucun bon sens. Puis c'est vrai, j'ai vu ça aujourd'hui. Je pense que c'est Razer qui a fait ça l'année passée. Une teinture à cheveux chroma. Okay? Parce que les souris Razer, comme la souris que j'ai ici, peut être arc-en-ciel. Là. Et là, on avait publicisé une teinture chroma pour permettre aux gens d'avoir les cheveux dégradés de couleur. Oui, ça se fait si tu veux des cheveux dégradés de couleur. C'est chaque teinture que tu mais utilises. t'achètes pas une teinture au dépanneur comme ça. C'est pas de la magie. Là. Tu te mets pas une teinture, puis pouf, t'es rendu coloré. Là. Chroma. Ben, ça dépend s'il y a de la nanotechnologie dedans. Peut-être. Qui sait que tu commences vert et tu finis violet, puis tu fais toutes les teintes entre les deux. Ouais, ça va arriver un jour ou l'autre. C'est le poisson d'avril de l'année prochaine. On vient de trouver de quoi. Ouais. Nanotechnologie dans les cheveux. Nanotechnologie partout. Il y a tellement de choses à faire avec ça. C'est sûr. Avez-vous d'autres exemples? Tu n'as plus besoin de te peigner le matin. C'est mon cas. c'est le cas à Marc aussi. Ouais, ben là, moi, c'est parce que je m'érase, là, mais
toi... moi aussi, mais il y a des endroits que c'est moins nécessaire que d'autres. Moi, j'en ai encore beaucoup, là, Eh oui. parce que je suis vraiment très, très lâche, je te dirais. Là. Non, moi, j'en vois pas en tant que tel. Je voyais vraiment Je me semble que j'en avais vu un, c'est les blocs Lego, ça, je l'ai dit. Mais à part ça, je suis pas... C'est comme je te dis, là, moi, c'est une journée que... Je suis content pour mes enfants parce qu'ils me font des beaux poissons et ils m'écolent dans le dos. Ça, je trouve ça magique. Là. C'est ça. Mais toutes les autres patentes, là, je trouve ça un peu tâtant. Honnête, là. C'est ça. Mais j'ai pas beaucoup de sens de l'humour. Fait qu'en partant, c'est une journée qui est censée être basée sur l'humour. Mais juste pour un exemple, aujourd'hui, que le poisson d'avril affecte même les vraies nouvelles, là, Ouais. on a annoncé ce midi que le pape avait présenté ses excuses Mais oui, il y en a qui pensaient que c'était pas vrai. pour les autres. Ouais, mais attends un peu, c'est parce que l'extrait sonore qu'on faisait écouter, c'était de Monseigneur Poisson. OK, puis c'est pas des blagues, il s'appelle vraiment... Non, mais il s'appelle vraiment Monseigneur Poisson. Mais ça, c'est un de mauvais goût. marketing. C'est ça, mais C'est de ça... mauvais goût. Ouais, mais ça, c'était ça ce midi. Et le bulletin de 5 heures, il faisait parler quelqu'un d'autre. Ben, c'est sûr que c'est... Parce que là, probablement qu'ils se sont rendus compte, voyons donc, Monseigneur Poisson, le 1er avril, ça passera jamais. Il aurait fait ça sans s'en rendre compte. Ben, probablement. De toute façon, sortir une nouvelle comme ça, un 1er avril, il y a un système de communication quelque part qui a mal été fait. Oui, c'est sûr. Je veux dire, les gens qui s'occupent des communications au Vatican, là, ils ont manqué à colle. Ils ont manqué un peu de mais c'est ça. Là. Mettons que l'extrait sonore de Monseigneur Poisson, parce que c'est vraiment son vrai nom, de ce midi, n'était plus dans le bulletin de 5 heures. Herman a fait une très bonne aujourd'hui. OK. Par rapport à Gaston Lagaffe. OK. Parce qu'on sait que la fille de Franquin a déposé une poursuite. Ah oui! Une poursuite pour les droits moraux. Alors, toute la sortie du nouveau Gaston est annulée pour l'instant. Puis, Herman, qui est un dessinateur français, franco-belge, a fait un poisson d'avril là-dessus parce qu'il a dit que maintenant, Isabelle Franquin avait changé d'idée. Que Gaston allait pouvoir être repris, mais seulement si c'est Herman qui le dessinait. OK. Et là, les gens qui connaissent un peu Herman savent très bien que c'est pas réellement le style de Franquin. Là. Il est plus dans le dessin très réaliste, des fois très explicite aussi. Là. Fait que c'est très geek et très BD. Là. Moi, je l'ai trouvé très bonne. Là. En même temps, tu prends un événement de l'actualité, puis tu le changes un peu. C'est ça. Ben, c'est à la base de n'importe quel canular. Hein. Ça part toujours par quelque chose qui se pourrait. Ouais. Mais ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont cru. Les gens qui ne sont pas à l'affût ou qui ne connaissent pas Herman, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont cru ça, cette nouvelle-là. Donc, des nouvelles demain à l'effet que Herman va dessiner Gaston. Gaston, si ça arrive, si c'est vrai, là, c'est pas vrai, là, mais ça se peut. Fait que je trouve ça drôle. OK. Ça, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est pas méchant, ça amène pas, comme tu dis, là, ça rit pas de personne. C'est fait avec bon enfant. Il aurait pu faire une blague à propos de la fille en question, ça aurait été déplacé, mais ça, c'est même pas le cas. Ça, c'est même pas le cas. Bien souvent, si ça se termine par les yeux en l'air, tu dis, bon, OK, ouais, elle est bonne. Elle est bonne. Les poissons, maintenant. Les poissons d'eau et non pas les poissons d'avril. Il n'y en a pas tant. Honnête, là, j'ai fouillé, je me suis amusé. Puis je suis revenu à la base. Je me suis dit, go, parle de ce que tu connais. Fait que je vais commencer par qu'on peut considérer comme des hommes poissons. Je veux dire, dans la culture geek, quand on parle de poissons, il y en a deux qui revient toujours. Ben oui. Un du côté de Marvel, puis un du côté de DC. Je ne pouvais pas en parler parce que même si ce n'est pas officiellement des hommes-poissons, c'est quand même des gens qui ont la capacité de respirer sous l'eau. C'est ça. Qui ont la capacité de discuter avec les poissons. Donc, on est proche un peu là, des sirènes. Puis, je te parle de Namor, chez Marvel. Oui. Namor, qui est un personnage qui a été créé avant Marvel. Ben oui, non, ça date de la Première Guerre. Ouais, de la Deuxième Guerre. Ah oui, 39, je pense. Okay. C'est quand même... C'est la torche humaine, la version originale, Namor et Capitaine America, c'est Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est un personnage qui date énormément. Je veux dire, c'est probablement aussi ce qu'on peut considérer comme le premier mutant de tous les temps chez Marvel. Pas dans la continuité de l'histoire, parce qu'on sait qu'il y en a eu avant ça. Là. Mais je veux dire, au niveau de l'édition, là,
Je veux dire, Namor, c'était la première fois qu'on avait un homme qui était mutant. Je veux dire, il respirait en dessous de l'eau, il avait une force extraordinaire. C'était la première fois qu'on avait vraiment ça, là, je veux dire. Puis c'était aussi la première fois qu'on avait un anti-héros. Oui. Parce qu'à la base, Namor, il était méchant. Oui. Je veux dire, lui, il voulait redonner la grandeur de l'Atlantide et puis il était prêt à faire la guerre avec les hommes. C'est ça, les humains, là, C'est ça. c'était à éliminer. Puis, c'est un personnage qui a eu beaucoup de relations avec les Fantastic Four, avec Iron Man. Oui. Il a été dans les Avengers. Mais c'est pas un personnage qui est super exploité. C'est un des premiers personnages de Marvel, mais on le voit pas tant. Je veux dire, oui, il y a eu des arcs narratifs sur lui dans les comics, mais dans les films, on l'a jamais vu. Non. On l'a jamais vu au grand public. Et pourtant, c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Il a quand même été populaire, puis il a été apprécié aussi parce qu'il a beaucoup évolué. Contrairement à son collègue qui est Aquaman chez DC, qui est un copier-coller, là, on va se le dire, là, je veux dire, on se cachera même pas. Là. Lui, on le voit. Lui, il est exploité. Mais c'est la même chose. Je veux dire, Aquaman, il a les mêmes pouvoirs que Namor, il a les mêmes relations avec les humains au départ. Il va évoluer un peu la même chose. C'est un anti-héros aussi. Je veux dire, tu sais, à cette époque-là, souvent, quand Marvel sortait quelque chose, DC essayait de copier. Quand DC sortait quelque chose, Marvel essayait de copier. Oui. Fait que, tu sais, je veux dire, ça se fait encore aujourd'hui. Puis j'ai jamais compris pourquoi Marvel n'ont pas focusé sur lui. Pourquoi ils l'ont pas repris. Pourquoi ils ne l'ont pas mis dans leurs séries films qui ont sorti? Oui. Parce qu'il aurait eu sa place, clairement. Oui. Surtout qu'on savait que DC travaillait sur Aquaman. Exactement. Puis ça, c'est un mystère et une boule de gomme pour moi. Parce que c'est un personnage que j'ai toujours aimé. Avec ses petites ailes sur les pieds, là, au départ. Ouais, ça passerait moins, me semble. Ouais, ben ça, je pense qu'il les a perdus à un moment donné. Peut-être. Il a évolué pas mal là, au niveau C'est un du homme dessin, poisson avec des ailes aux pieds. Ouais, ça leur permettait de voler. Mais c'était quand même un des personnages. C'est encore un des personnages de Marvel les plus puissants. Je veux dire, même à l'extérieur de l'eau. Dans l'eau, je pense qu'il est pratiquement imbattable. Oui. Je veux dire, même Hulk ne pourrait pas le. Il y a des combats avec Hulk qui sont épiques. Épique, effectivement. Ça, c'est vraiment la grande âge là, de Marvel. C'est ça, parce qu'il contrôle les vagues, puis entoure ça autour de Hulk, puis Hulk est plus capable de respirer. Là. Ouais, et ça, c'est le fun parce que nous, on avait accès à ça avec les comics Héritage. Toute cette partie-là de cette histoire-là avec Namor, avec les Fantastic Four, avec Hulk, tout ça, on a tout vu ça en français pour les gens qui suivaient Héritage. C'était une belle époque à cette époque-là. On a été chanceux de connaître ça parce qu'aujourd'hui, on n'a plus ça. On n'a plus de traduction comme ça. Bon, des fois, la traduction faisait dur. Oui, mais quand tu as 10-12 ans, tu t'en fous comme dans la langue à rendre. C'est ça. Tu là, savais que c'était en français, mais tu comprenais avec les images. Tout à fait. Puis tu ne posais pas de questions parce que... C'est ça, parce que c'est vrai que... Puis là, je m'avance, là. Mais Panini Comics, pour ce qui est du vieux stock, je pense qu'il y en a moins un peu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, ils vont traduire les nouvelles, mais ça n'a pas la même... Ça n'a pas le même goût. Tu sais, je veux dire, Panini, c'est cartonné, c'est quand même dispendieux. Héritage comique, on allait au dépanneur. Ça coûtait 50 cents. Ça coûtait 50 cents. Je veux dire, c'était rond, tu pliais ça, tu mettais ça dans ta poche. Tu lisais ça, c'était en noir et blanc. On colorait ça avec nos crayons-là. Écoute, tu as sûrement fait ça. Là. Ben oui. Qui n'a pas fait ça? Puis moi, je prenais les recueils. Oui, les gros recueils. Suzelleuse. OK? Puis je les défaisais pour avoir les comics séparés. Non, c'était une catastrophe. Tu refaisais-tu la couverture? Même pas. Ben, c'est un beau personnage. C'est deux beaux personnages qui se ressemblent beaucoup. Je suis content qu'Aquaman ait eu plus d'impact au niveau de DC parce que ça l'a fait connaître un plus grand public. Ouais. Je suis content également du choix de l'acteur qui est très bon. Je veux dire, il fait un job. Puis j'aurais aimé ça voir Namor. Tu sais, je veux dire, il est peut-être pas trop tard, mais je pense que rendus là, ils sont ailleurs. Là. Ouais. Je pense qu'ils sont rendus d'une autre époque. Là. C'est ça. Ben, le MCU, je sais pas ce qu'ils sont bons. Je trouve qu'ils cherchent. Ouais, moi, je pense qu'ils n'ont plus de ligne directrice trop tôt. C'est sûr qu'en faisant exploser le multivers, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là. Ouais, mais en même temps... On verra après Doctor Strange. Je pense que ça va être Doctor Strange qui va mettre les bases du nouvel univers. En tout cas, bref. Parce que les héros classiques, pour l'instant, n'existent à peu près plus. Là. Non, puis c'est eux autres qui pognent. En tout cas, on verra.
comme on dit souvent. On verra. Ça va. Le prochain grand héros sera peut-être Moon Knight. Oui, j'ai hâte de voir la série. J'ai vu le premier épisode. Je suis pas sûr que j'ai trop compris, là, mais on verra les prochains. C'est un personnage qui est un peu tordu. Oui, très. Psychologiquement. Écoute, quand on parle de poissons, c'est drôle, le premier qui m'est venu, puis je sais pas pourquoi, c'est Jones. Okay. Jones dans la nouvelle de William Gibson, Johnny Mnemonic, qui a été repris en film avec Keanu Reeves. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, il faut qu'il récupère des données dans son cerveau, puis il va aller avoir un dauphin. Fait que là, je vous rappelle que la nouvelle a été écrite, là, je l'ai marqué en note ici, là, en 81. Là, okay? Alors, le concept de Jones, c'est que c'est un dauphin cybernétique qui a été créé par les forces armées américaines pour pirater les systèmes d'informatique des ennemis. Parce qu'on sait tous que les dauphins ont une intelligence extrême. Oui. Et là, ils ont boosté son intelligence. Et là, Johnny Mnemonic, qui est pris avec trop d'informations dans son cerveau, parce ça va même le faire éclater s'il s'en va pas. Il a perdu les codes pour pouvoir les sortir et il faut qu'il les fasse sortir. Fait qu'il va aller voir Jones. Jones qui a été récupéré par une faction un peu rebelle parce qu'on est dans le cyberpunk, alors on est dans des méga-corporations. Et c'est réellement un dauphin dans un aquarium qui est branché de partout. Puis il branche le cerveau de Johnny Mnemonic sur Jones. Puis Jones s'en va dans son cerveau pour essayer de trouver les clés pour faire sortir l'info. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a marqué à ma lecture de cette nouvelle-là. Ben, c'est assez marquant. Ça m'a encore plus marqué quand je me souviens du film de Johnny Mnemonic avec Keanu Reeves, qui est quand même pas un mauvais film, hein, c'est pas une mauvaise adaptation. Je pense que ça a souffert beaucoup du manque de budget. Mais il y a rien que William Gibson qui peut penser à faire des trucs comme ça. De mettre un dauphin cybernétique perdu, là, je veux dire, ça pourrait être un bon poisson d'avril. Oui. Ça. Mais c'est le premier qui m'est venu en tête. Le comic de Jaws. Jaws 2, à l'époque, qui avait sorti, que j'ai jamais lu. Mais je savais que ça existait. Ben moi, je pensais qu'il y avait les deux. Je m'en souviens pas de Jaws, le premier, mais je me souviens qu'il avait sorti à l'époque du film Jaws 2 une série de comics sur Jaws. Non, je pense que c'est juste un. C'est l'adaptation du film. Ah, ok, tu vois, gars, je pensais vraiment que c'était plus que ça. Mais c'est vrai que Jaws 2 était plus grand public que le premier. Ouais, j'aimerais ça mettre la main là-dessus pour savoir comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont mis, puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette histoire-là. Ça m'intrigue énormément. Okay. Parce qu'il n'y a pas tant de... Il n'y a pas de jambes qui descendent dans le fond de la mer là, dans Jaws 2. Là. Pas tant. C'est vrai qu'il est plus grand public. C'est plus une gang d'amis, dans le fond, qui se regroupent ensemble puis qui se perdent. Puis là, après ça, Jaws... De toute façon, tu vas en parler tantôt. Probablement. Je suis pas mal sûr que tu vas en parler tantôt. Écoute, une série que je t'ai parlé souvent, que je vais en reparler, une série franco-belge. On est quand même rendu à 16 albums, le 17e ça arrive bientôt. C'est la série Aquablue. Je t'en parle parce que la série se passe entièrement dans un monde qui est composé d'eau. Et les indigènes sur cette planète-là sont une race mutant qui... c'est pas une race mutant, c'est une race de cette planète-là qui vit dans l'eau et sur la Terre. Donc, ils ont cette capacité-là de faire les deux. D'ailleurs, le personnage principal, Nao, qui est humain, lui, va avoir... Il ne prendra pas cette capacité-là parce qu'il n'est pas capable d'avoir de mutation génétique, mais il va devenir un genre d'homme, un peu comme un Tarzan. Il y a beaucoup de relations, là, je veux dire, il va être perdu sur cette planète-là, il va être élevé par ces indigènes-là, il va tomber amoureux d'une indigène, il va avoir des enfants avec elle. Donc, on est beaucoup dans le même style que Tarzan, mais beaucoup moins axé sur le colonialisme. Et on est vraiment dans l'environnement, dans la protection de l'environnement, parce qu'il va y avoir une grosse compagnie qui va vouloir venir chercher tout ça. Mais ça se passe beaucoup dans l'eau, ça se passe beaucoup avec ces personnages-là qui vivent à l'intérieur de l'eau. Et dans l'eau, il y a des genres de grosses créatures mythiques, qui est des genres de poissons géants. Et là, tu vas voir le parallèle, c'est assez facile à faire et on voit que les auteurs avaient réellement un très grand amour avec un autre film, une autre série de science-fiction qui est sortie. Et ces gros poissons-là sont un peu comme les gardiens de la planète.
OK. Et ça prend quelqu'un, un genre d'élu, qui va être capable de les contrôler. Et Nao va se révéler être cet élu-là. Et à la fin, il va y avoir une immense bagarre où ces monstres-là vont sortir de l'eau pour attaquer tout ça. Alors là, on est vraiment dans le même genre que Dune. OK. Tu sais, je veux dire, le parallèle avec les vers des sables, c'est tellement évident. D'ailleurs, je me disais, est-ce que j'en parle de Dune? Tu vas me dire, ouais, mais ça se passe pas dans l'eau. Mhm. Mais je veux dire, c'est une mer de sable. Oh, oui, Puis c'est absolument. des immenses vers de sable qui sont faits à partir de tortues qui après ça, qui évoluent puis qui deviennent des immenses genres de poissons géants, de vers qui se promènent dans cette mer-là. Le parallèle a été fait avec Aquableu. OK. Clairement, on le voit. Et c'est une série qui est avant son temps, parce qu'on est dans les années 90, on parle déjà d'environnement, d'écologie, on parle déjà d'un peuple qui essaie de se protéger contre des envahisseurs. Oui, bon, c'est pas nouveau, c'est des thèmes qui ont déjà été pris. On pense à Pocahontas, par exemple, ça ressemble beaucoup à ça. Dune l'avait fait avec Frank Herbert, mais quand je dis que Frank Herbert a fait évoluer la pensée d'une majorité de gens, on le voit là, parce que c'était vraiment un des précurseurs par rapport à ça. Mais si vous aimez la mer, si vous aimez l'océan, si vous aimez triper sur ce genre de BD-là, ce genre d'histoire-là, Aquableu est fait pour vous. OK. C'est vraiment bon. Et en plus, ben, il y a ce côté science-fiction qui va venir se rajouter après ça. Et il y a des personnages là-dedans qui sont incroyablement bien développés. Puis on suit l'aventure de Nao tout le long, puis c'est vraiment bien fait. Mais ça se passe dans l'eau tout le temps, là. C'est vraiment super le fun, là. Puis écoute, il y a des planches là, qui se passent dans l'océan, là, avec des milliers de poissons, avec des. Il y a une faune, une flore incroyable en dessous de ça, parce que les planètes sont pratiquement composées à 95% d'eau, là. Je veux dire, c'est une planète aquatique. Une vraie de vraie, là. OK. Sauter là-dessus, ça vaut vraiment, mais vraiment, vraiment la peine. Je voulais te parler. Moi, ça, non, je sais pas comment l'amener. Je sais pas comment l'amener parce que c'est pas un poisson en tant que tel. C'est une genre de créature qui vit dans l'eau puis qui peut prendre la forme qu'il veut, mais c'est une genre de créature intelligente. Ça a été amené dans la série Aldébaran, qui est une série qui a été faite par Léo, un dessinateur argentin. Une longue série fleuve de science-fiction, parce qu'après ça, il a fait Betelgeuse, Antares, et ainsi de suite. Et ça tourne toujours autour de cette créature-là. Et cette créature-là, elle a cette capacité-là de pouvoir se muter, mais elle vit dans l'eau. Donc, au départ, on pense que c'est un genre de poisson, on pense que c'est un genre de créature aquatique, mais très vite, on se rend compte qu'on ne sait pas trop c'est quoi. OK. Et ce qui est beau dans cette série-là, c'est que on ne l'explique pas réellement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ne semble pas avoir de conscience entre le bien et le mal. On ne sait pas non plus pourquoi elle est là, pourquoi elle intervient. Plus la série va évoluer, plus on va en apprendre plus, parce qu'on suit les humains qui partent coloniser cette planète-là, qui vont rentrer en contact avec cette créature-là, et ils vont essayer pendant tout le long de la série de la comprendre. Et c'est des scientifiques, bien entendu, là, je veux dire. Et ça, c'est surtout au niveau de la relation entre tous ces personnages-là qui vont se créer au fil des séries. Et cette créature-là est toujours au centre. C'est un genre de mythique, c'est un genre de mythe, mais c'est un mythe qui est réel. Puis ça se passe quand même, tu sais, je veux dire, son milieu, c'est l'océan, c'est l'eau. Alors, c'est une très belle série également, mais c'est un peu tiré par les cheveux par rapport aux poissons. Mais je voulais quand même en parler parce que ça se passe dans l'eau souvent. Puis les premiers contacts qu'ils vont avoir avec la créature, il faut qu'ils aillent vraiment dans le milieu de l'océan. Puis il faut qu'ils se laissent absorber par cette créature-là pour essayer de comprendre sans vraiment expliquer. Mais j'aime ça, moi, quand on ne donne pas tout cru dans la bouche, qu'on laisse un côté mystérieux. OK. Puis l'océan, c'est mystérieux, hein? Oui, en effet. Les poissons, tout ça, on connaît moins de l'océan que de l'espace. C'est vrai. Fait que il y a une partie mystérieuse là-dedans. Je vais terminer les sirènes. Je ne savais pas du tout quoi en parler parce que vous m'avez comme un peu surpris. On va t'en trouver, Marc. On va t'en trouver. Écoute, l'océan,
c'est quelque chose que Lovecraft a joué beaucoup. Hein. Mhm. Je veux dire, sa première nouvelle, c'est Dagon. Oui, Dagon qui est un genre de gros poisson dégueulasse, c'est ça. mythique, c'est un dieu. Avec une adaptation cinématographique Oui, hors du commun. qui est un mélange entre Dagon et le cauchemar d'Ismouth. C'est vrai. Et moi, aussi. je te parle du cauchemar d'Ismouth qui se passe dans le village d'Ismouth où ce que les gens qui vouent un culte à Dagon se transforment petit à petit, génération en génération, en genre d'homme-poisson. Poisson, grenouille, on ne sait pas trop, mais Mhm. bref, ça doit sentir la morue pas mal dans ce village-là. Ça doit être poisseux. Ça doit être poisseux. D'ailleurs, Lovecraft utilise beaucoup la pêche dans ses histoires, les porcs et tout ça. Il est très attaché à ça. On le voit. Et souvent, c'est tout le temps le côté mystérieux. Mhm. Tu sais, je veux dire, on va avoir une nouvelle qui va se passer avec un sous-marin, par exemple, où ils vont découvrir une grande cité sous-marin. Tu sais, je veux dire, c'est pour lui, l'océan, c'est un peu comme l'espace, c'est que ça amène une grandeur inexplorée, où ce qu'on peut avoir plein de choses. Alors, Ismouth, c'est sur le bord de la mer, c'est un village de pêcheurs, et ils vont adorer Dagon, et ce culte-là va faire en sorte que les personnages, les gens du village, on le sait, vont avoir des relations avec ces créatures-là. Il va y avoir une mutation qui vont commencer à se faire, puis tout tranquillement, ils vont se changer en poissons. La finalité, probablement, c'est qu'ils deviennent pratiquement des hommes-poissons total, puis qu'ils disparaissent dans l'eau à la grandeur de Dagon. Mhm. Et comme d'habitude, la nouvelle ça finit jamais bien, les nouvelles de Lovecraft. Bref, si vous avez un petit village, il y a des gens qui vous disent hey, il paraît que là-bas, là, les hommes puis les femmes, là, ils ont l'air des poissons, puis vas-y pas. Non, allez-y pas. Mais lui, il va, parce Mhm. que c'est ça, l'appel de l'aventure. Il va. Je terminerai avec, tu me diras, est-ce qu'il y a des poissons dans l'œuvre de Tolkien? Probablement. On sait que Gollum en pêche, souvent. Hein, parce qu'il va même aller dans un lac où ce qui va être pris par le frère de Boromir, Faramir. L'eau dans l'œuvre de Tolkien est extrêmement importante parce qu'elle est un peu comme le sang de la terre d'Arda. Elle est partout. Elle va partout. Alors, d'ailleurs, la seule façon de partir vers les terres immortelles, c'est par un bateau. C'est par l'eau. Legolas et Gimli vont partir ensemble par l'eau. Elendil va partir également de Numénor par des bateaux et par la mer. Il n'y a pas réellement de poissons, mais il y a tout le temps cette eau-là qui est bienveillante, qui est sous le contrôle de Ulmo, qui est un dieu, pas un dieu, là, mais c'est des dieux, on va se le dire, là, qui lui gère tout ça, gère toute l'eau. C'est très important pour lui parce que c'est une activité qu'il aimait bien. C'était quelqu'un qui aime beaucoup la nature. Alors, ça se reflète dans sa pensée. Alors, je veux dire, quand on est sur le bord de l'eau ou dans l'eau de chez Tolkien, on est dans une partie où on est paisible. On sait que dans l'histoire, il y a quelque chose de bien qui va arriver. Tu sais, il y a rarement des affaires mal qui arrivent dans l'eau chez Tolkien. C'est un phénomène de vie, c'est un phénomène de relaxation. Puis je pense que quand Gollum va pêcher, il va être attrapé par Faramir. Lui, il pêche des poissons pour pouvoir manger parce que Gollum, faut qu'il se nourrisse quand même. Là. Mhm. Puis c'est une activité pour lui qui est relax. C'est une activité où on voit vraiment la vraie personnalité de ce personnage-là, qui reste une personnalité qui a été troublée par l'anneau. Alors, c'est ça. Alors, oui, il y en a, mais pas tant que ça, je te dirais. Là. Ouais. Pas tant que ça. Puis les sirènes, honnêtement, le vite de même, là, je sais qu'il y a une série qui s'appelle Sirènes et Vikings, OK. aux humanoïdes associés, qui est du médiéval fantastique, excuse-moi, pour me chicaner. Tu peux dire fantasy. Ouais, mais je ne l'ai pas lu. OK. Puis je sais qu'elle existe parce que je me rappelle des couvertures. Mais honnêtement, les sirènes, il y en a dans Peter Pan. Mais Mhm. oui, les sirènes de Peter Pan qui sont. Il n'y en a pas dans Ulysse. Oui, aussi. Mhm. Oui, mais ils sont-tu méchantes dans Peter Pan? Ils essaient de noyer Wendy. Mhm. Ils sont jalouses. Ils sont je pense. jalouses de Wendy, OK. effectivement. La fée Clochette aussi est jalouse de Wendy.
Bref. C'est pas facile d'être Wendy. Ouais, j'aime pas Peter Pan, j'ai déjà dit. Ouais, mais je oui, pense ça, oui. Mais si vous avez une chose à lire sur Peter Pan, c'est le Peter Pan Demoiselle. Allez-y, ça foncez là-dessus. Il y a sûrement des sirènes dedans, je m'en rappelle pas. J'essaie de le relire à tous les années, mais c'est lourd un peu. Oui, mais en tout cas, des sirènes, je pense qu'on en connaît tous une petite. Ben ouais, la petite sirène. Exactement. Je pense qu'il y a même eu une adaptation en comique, la petite sirène. Ben oui. De Disney. Ben oui. En dessin animé, mais je pense en livre aussi. OK. Je crois qu'ils ont fait une... Ça me surprendrait pas que ça soit un peu plus adulte dans le genre. Il me semble que j'ai vu passer ça. Ah, ben dans les contes... Mon Dieu, comment ça s'appelle? Ah oui, ben les contes... Les contes interdits. Les contes interdits. Il y en a un sur Éric la sirène. Oui. Il y en a un, c'est ça. Là, j'imagine qu'on est loin de la petite sirène. Oui. Je suis même pas sûr qu'elle est dans l'océan, cette petite sirène-là. Là. OK. Bon, fait que c'est pas une sirène d'océan. Mais elle a un ami poisson. Oui, Polochon. Dans Disney, ben oui, absolument. Ben oui. Mais il n'y a pas de nom, lui, Polochon. Oui, Barboteur. Oui, en fonction de la traduction. C'est ça. Quand j'étais jeune, c'était Polochon. OK, je pense que ça a été retraduit québécois en Barboteur. Oh, Seigneur. Ouais, mais regarde, j'étais bien mêlé, moi aussi, quand j'ai vu ça. C'est tout pour toi, Marc? Oui. Ben, oui, je te dirais que oui. Je vais rajouter quelques exemples de poissons là-dessus. Vas-y. Moi, je pense que l'éléphant dans la pièce, c'est trouver Nemo. Là. Oui, clairement. Okay? En partant, parce que c'est rien que ça, des poissons. OK, il y a des tortues aussi, puis d'autres espèces aquatiques, là. Mais moi, premièrement, ce film-là, j'ai vu ça sur écran géant. Okay? J'ai vu ça au cinéma. C'était magnifique. Mais le plus beau de tout ça, c'est que pour moi, c'était des poissons inventés pour le film. OK? Jusqu'à temps que j'aille au zoo de Granby. Pique tes voix. Je suis... Il n'y avait pas grand-chose d'inventé là-dedans. Non. Moi, quand je suis allé au zoo de Granby, là, puis je suis retourné quelques fois depuis, là, de voir un vrai poisson clown. C'est incroyable comment que le film a respecté les différentes sortes de poissons. Et une vraie Doris aussi. Et je pense que le poisson sage qui a une aile un peu maganée ou la queue, ou je sais pas trop. Le poisson hanche? Non, je pense qu'il est brun. C'est celui qui accueille Nemo dans l'aquarium. Oui, le plus vieux, là. C'est ça. C'est lui qui lui dit « Ah, t'es capable d'aller chercher, d'aller mettre la petite roche pour que le moteur arrête. » Je pense que lui aussi, je l'ai vu au zoo de Granby. Ça se peut. Ma sœur, quand ce film-là s'était sorti, elle s'était acheté un aquarium pour les enfants. Okay. Puis justement, elle s'était mis le défi là, d'acheter tous les poissons qu'il y avait. Ça doit être cher. Mais non, c'était pas si pire, mais c'était finalement, elle a appris qu'ils pouvaient pas tous aller ensemble à cause des différentes conditions. Mais elle avait des poissons clowns, elle avait des poissons anges. Pour elle, c'était l'aquarium de Nemo. Là. Pour les enfants, c'était l'aquarium de Nemo. Mais c'est ça. Là. Imaginez, dites-vous là, qu'au zoo de Granby, là, les petits-enfants capotent parce que c'est Nemo puis Doris. Là, ben, il y avait moi à travers. Non, mais j'en revenais pas. Puis en plus, regarde, ils ont mis des belles lumières néon pour éclairer l'eau. Là. C'est un beau Je capotais bien raide. Ça aussi, puis ça, bon, c'est peut-être pas des poissons, là, c'est une espèce aquatique. Il y a un gros tuyau au centre de cette pièce-là où ce ne sont que des méduses. Wow. Oui, c'est beau, ça. Avec les lumières, là. Mais c'est comme d'en trouver Nemo, ça aussi. C'est vraiment écœurant. Ça n'a pas de bon sens. Mais... Ça a été repris dans Enchanté aussi. OK. C'est pas des méduses, je pense, c'est des hippocampes, je sais pas trop. En tout cas, c'est vraiment comme avec des lumières, ça change de couleur. Là. Mm-hmm. Puis ils vont les engager pour leur nouveau théâtre. Là. Oui. Fait que ça a été repris. Et avec Trouver Nemo et par la bande, un autre film, j'ai pas le choix de vous parler de Bruce. Ouais, Bruce, c'est le requin, ça, ouais. Bruce, dans Trouver Nemo, c'est le requin. Qui veut plus manger. Non, à la fin, il veut plus manger, je pense. Ben, en thérapie. C'est ça, ils font une thérapie. Genre sauf que c'est la vue du sang qui lui fait complètement oublier. Là. Mais c'est que pour faire notre petite publicité d'épisode, je me suis dit, hey, je vais prendre la photo du requin qui fait un large sourire devant le petit Nemo. Puis je me suis dit, bon, Yann, c'était donc bien peurant. Ah oui. OK. Puis pourtant, là, j'ai vu ça sur écran géant avec un petit bonhomme à côté de moi qui devait avoir 4-5 ans dans ce temps-là. Et ça m'a rappelé aussi la séquence où il disjoncte et où il veut manger Nemo. Ah ouais, puis il passe dans un genre de bateau pirate, là, c'est l'enfer. Y a-tu des dents? Ouais. Et pour les geeks,
on le sait pourquoi il s'appelle Bruce dans Trouver Nemo. C'est parce que Bruce, c'est le surnom du requin mécanique dans Jaws. Ah, OK, je savais pas ça. Oui, le requin mécanique dans Jaws a le surnom de Bruce. La légende veut que ce soit le prénom de l'avocat de Steven Spielberg. Fait qu'ils ont dit, c'est un requin. Donnons ce prénom-là au requin mécanique, mais c'est pour ça qu'il s'appelle que Bruce, le requin dans Trouver Nemo a ce nom-là. J'ai pas vu Trouver Doris, la suite. Probablement que c'est aussi beau. C'est aussi bon. Ouais. Dans Trouver Nemo, le tourbillon avec les tortues dedans, là, regarde, c'est tellement extraordinaire. Puis de toute façon, toi, Marc, papa d'enfant, tu dois avoir eu les mêmes émotions que moi avec ce film-là. Très beau film. Je pense que ça a été plus bouleversant pour moi que pour mon petit garçon à l'époque. Je veux dire, juste le début, le Trouver Nemo, là. Ah oui. Qui ramasse l'œuf puis qui dit « Je vais te protéger ». Tu dis « Mon Dieu, ça fait juste 5 minutes que le film est commencé. » Ça va être long. C'est ça. Mais moi, j'en vois un autre éléphant dans la pièce. Vas-y donc. Bob l'éponge. Ben oui. Tu l'avais-tu? Ben oui. Ben en fait, j'avais Bikini Bottom au grand complet. Ouais. OK? Parce que ça, c'est sûr qu'il y a des poissons là-dedans. C'est incroyable. C'est quelle série, honnête, là. Puis d'ailleurs, c'est-tu une des amies de Bob ou c'est un personnage récurrent? C'est un écureuil? Non, ben ça t'as Sandy qui est un écureuil, mais t'as une fille qui est comme une petite baleine. Oui, là. il me semble que oui. C'est ça. Elle revient souvent, mais c'est sûr qu'il y a des poissons partout. Ben, là. Ouais, les citoyens de Bikini Bottom sont majoritairement des poissons. Ouais. Là, les clients du burger. Non, comment c'est le Crab Burger? Ouais. Voyons, Capitaine Crab. Capitaine Crab, mais comment ils appellent ça? Le Krusty Burger, c'est dans Ça, c'est dans les Simpsons. Mais, ça va mon Dieu. venir. Ouais, j'ai crabe croustillant dans la tête. Là. Ouais, ben c'est ça, le crabe croustillant, c'est en français. Ouais. Mais en anglais, je me souviens pas c'est quoi. Mais bon, il y a plein de poissons là-dedans. Ah, c'est drôle. C'est drôle, c'est vraiment Non, c'est mourant, Bob l'éponge, encore aujourd'hui, épicant. Ah, les films qu'ils ont fait, là. Ah, ils en ont fait un, ça fait pas longtemps, là. Je pense qu'il y en a 3 au complet. C'est vraiment Moi, j'ai vu le premier, là, où ils partent dans une voiture qui ressemble à un hamburger, là. Devenir des hommes avec leur moustache. C'est ça, là. avec leur algue à la place en dessous du nez. Ils descendent avec les immenses poissons géants des profondeurs avec les lumières. C'est ça, hey, avec Dieu. les rednecks qui rient d'eux autres en se claquant sa cuisse. Et la brosse au Sunday. Ah oui. Quand ils prennent une brosse au Sunday. Ah, c'est... Ouais. Et Ça, c'est à 2 niveaux. Les enfants ne comprennent pas ça. Puis David Hasselhoff. Oui, exactement. Ça prenait David Hasselhoff. C'est sûr. Ça, c'était incroyable. On recule loin dans le temps, au point où peut-être même Marc s'en rappelle pas, mais d'après moi, ça te dit quelque chose, c'est Flipper. Ben oui. Flipper le dauphin. Là, on recule. La série originale, 60, c'est 1964 à 1967, mais on était à une époque où des animaux vedettes d'émissions, c'était fréquent. Skippy. T'avais des chiens. OK? Rintintin, Lassie, le vagabond. T'avais Skippy, le kangourou. T'avais, Tarzan, ou t'avais Cheetah à travers. T'avais, regarde, il y en avait plein. Ouais. Mais Flipper, je sais pas pourquoi il était le personnage central, parce qu'en fait, il servait pas à grand-chose. Il sautait. Oui, il sautait, puis on l'entendait. Il parlait. Ben, il parlait. Il parlait le dauphin. Mais non, c'était. Puis il y a eu un film, à un moment donné, une adaptation au cinéma. Ben, je pense que les films aussi avec le petit garçon qui veut sauver l'orque, là. Mon ami Willy. Là, ça c'est directement inspiré de C'est ça. Flipper, il y a eu des films clair, qui mélangeaient Flipper, mon ami Willy aussi, où là, c'était des. Je pense que c'est évident que ça a influencé beaucoup de gens aussi. C'est ça. Là. Le premier épisode des Simpsons que j'ai vu dans ma vie, il y a le poisson à 3 yeux. Ah oui. Ouais. C'est le premier épisode. Je ne connais pas les Simpsons. Il est avec sa canne à pêche à côté de l'usine nucléaire avec Milhouse. Il y a un journaliste qui vient enquêter sur l'usine nucléaire. Il pose une question à Bart Simpson. Bart Simpson se retourne de bord et il dit « Mange mes shorts ». C'est le premier contact que j'ai eu avec Bart Simpson dans ma vie. C'était une cassette vidéo VHS que ma mère avait enregistrée parce que ça passait à super écran
tous les premiers épisodes, c'était une nuit complète, avait mis la cassette sur 6 heures, là, parce que la cassette durait plus longtemps, m'avait chippé ça à Val d'Or, et le premier épisode, c'était ça, c'était le poisson à 3 yeux, qui s'appelle Blinky. Oui, En puis passant. que M. Burns n'a pas réussi à manger C'est vrai. à la fin. C'est vrai, qu'on doit retrouver aussi dans la plupart des jeux vidéo des Simpsons. Ah, c'est sûr. Mais dans la culture pop, il reste le poisson. Ah non, ben là, c'est peut-être pas celui que tu penses. Tu le rajouteras parce que j'ai eu ce flash-là aujourd'hui. Vas-y. C'est la truite qui chante. Oui. OK? On a tout un mononcle à quelque part qui a ça d'accrocher sur son mur. C'est une plaque de bois. Sur une plaque de bois. Une C'est truite même- qui chante. C'est même revenu à la mode, là, Ouais. v'là une dizaine d'années. Ouais. Mais la truite mouchetée, c'est le poisson le plus pêché, le plus populaire au Québec. OK. Ouais. Habituellement, c'est une truite mouchetée. Mhm. Mais ça, c'est vrai, je pense que dans toutes les familles, il y a mon oncle qui a ça. Ah, c'est sûr. Mais récemment, il y avait aussi des sandales en forme de poisson. Ah, mon Dieu. Tu parles d'absurde, là, puis ça me fait penser à une nouvelle qui avait été écrite. En fait, c'était chez Les Six Brumes. Il avait sorti un livre dont vous êtes le héros. OK. Puis c'était 6 auteurs qui avaient travaillé là-dessus. Puis chaque version, dans le fond, chaque chemin que tu pouvais prendre était écrit par un auteur différent, puis il était écrit dans un genre différent. OK. Puis il y en avait un qui avait choisi le genre de l'absurde, puis je pense qu'il y avait une des fins que c'était une truite géante, justement, qui devenait tellement grosse qu'il Ouais. couvrait toute la superficie du Québec, genre, tu sais, dans l'absurde total. Là. Mais vous essayerez de trouver ça, je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais ça s'appelait 6 chemins des brumes. Puis elle OK. chantait. Ah, ben probablement. Je Probablement. me semble que c'était Dave Côté, l'auteur de OK. cette... Une genre de de cette blob, tangente, mais là, ouais. une truite blob Qui bouffe le Québec. qui bouffe le Québec. Mais- Mais c'est-tu tellement inutile, cette patente-là? Ah non, non, pareil, mais honnêtement, là? c'est un objet de discussion. Oui. Ouais, ouais. Ouais, non, mais ça- je vous mets au défi, quand vous envoyez un, de ne pas le partir. Ah non, non, impossible. C'est impossible. Impossible. Ben, prends une coupe de fois. Ouais, non, non, oui, c'est oui, sûr. mais tu sais, je veux Quand dire, tu l'as déjà vu une fois, peut-être en voir un, là, automatiquement, tu vas peser sur le bouton. Ah non, s'il y a ça dans un magasin, je le fais. Hein. C'est des gogos, des gogos incroyables. Mais le premier qui a eu ça, C'est là, ça, qui a pensé à ça, j'ai là? aucune idée. Qui s'est réveillé un matin et qui s'est dit, je vais faire une Une truite, truite qui qui chante. chante. Puis qui flacote après son corps. Honnête, là, ça, c'est un genre de truc que tu fais toi-même. Là. Tu peux pas aller voir quelqu'un pour dire, j'ai besoin de 10 000 $ pour faire ça. Là. Parce que c'est clair que tu te fais refuser au crédit. Là. Tu passes même pas ça en socio-financement. Là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va te donner une scène non, pour ça. ça te prend de l'argent pour Mhm. t'auto-financer. Mais est-ce que mon souvenir est mauvais? Il me semble que je suis en train de lire un livre où il y a des loups poissons. Oui, c'est vrai. Puis, oui, Qui est le livre de Joël, soit dit en passant. dans Le Berger des loups, c'est vrai, il y Mm. a des loups à moitié poisson, à moitié loup, Mhm. qui vont transmettre des œufs, dans le fond, en mordant leurs victimes, puis en les transformant en poissons, eux aussi. Puis aussi, un fait qui n'est pas resté dans le livre, il y a un de mes personnages qui, dans une des versions précédentes, avait un poisson comme animal de compagnie. OK. Fait que dans les années que j'écrivais ça, j'avais un poisson dans un aquarium, puis Mhm. j'y parlais régulièrement. J'habitais seule en appart, fait que ça me faisait de la compagnie. Pas trop d'entretien et C'est ça. Puis de qui responsabilité. t'ostine pas trop. Exactement. fait que j'avais mis un poisson, puis finalement, ça avait été coupé là, dans OK. les versions suivantes. Mais oui, il y a des poissons dans le Berger OK. des loups. OK. Moi, j'ai des jeunes enfants, hein, puis il y en a un poisson là, qui est dans une série que mon fils adore beaucoup, qui est Garderie Extrême. OK. Il s'appelle Richard Chachimi. Puis Richard Chachimi, c'est le poisson de la garderie. Parce qu'ils sont dans une garderie avec un éducateur qui est le pire éducateur au monde. Là. OK. Puis Richard Chachimi, les enfants vont être durs avec lui. Fait que le premier, ils vont y mettre trop de nourriture, il va mourir. Mais l'éducateur, au lieu de dire aux enfants, vous l'avez tué, les enfants, il va dire, je vais le nettoyer son bol, puis il va être correct, puis il en met un nouveau. Ouais. OK. Puis
Après ça, ils font bouillir. Il en met un nouveau. OK, c'est jamais le même poisson. Ben non, c'est toujours un autre. OK. Puis après ça, il y en a un qui... C'est pas comme Kenny, là. Ben non. Fait que c'est ça, les enfants pensent que c'est Ils comme pensent qu'il Kenny. est immortel. Parce qu'à chaque fois qu'il revient, fait qu'ils jouent au hockey avec lui. Ils vont laver avec du savon. Ils savent qu'ils vont revenir. Ils savent qu'ils vont revenir tout le temps. Sauf qu'il y en a une, un moment donné, qui découvre le poteau rose. Puis là, il dit au chef, là, arrête, là, il faut que tu leur dises là, qu'il n'est pas immortel puis que ça en est de nouveau. Puis, il n'est pas capable de le dire parce que c'est le pire éducateur au monde. Puis, à un moment donné, ben, ils vont s'en rendre compte. Puis là, les enfants vont dire, ben là, franchement, il dit, t'aurais dû... Oui, exactement. Il dit, t'aurais dû nous le dire. Comme ça, on aurait fait attention. Puis, le chef, il enterrait les poissons dans son jardin de la garderie. Fait là, il y avait à peu près une 50aine de petites mini-tombes avec des petites pierres tombales avec le nom de Richard Chassimi. Et là, les enfants arrivent. Et là, les chats sont en train de bouffer les poissons. Oh, écoute, wow. c'est surréaliste, mais c'est tellement drôle. Là. Mais c'est quoi ça? C'est une série de livres? C'est une série télé, une série animée, de dessin animé. C'est Garderie Extrême. Écoute, c'est mourant. Puis j'ai trouvé ça drôle, là, mais drôle. Là. Puis les pauvres petits poissons là, qui passent. Il y en a même un moment donné qui met un tatou dessus. OK. Il se rend compte que l'autre qu'avant, il n'y avait même pas de tatou. C'est pas le même poisson. Wow. Ça n'a pas de bon sens. Écoute, c'est vraiment... Mais cette série-là, là, c'est drôle. Ouais. À 2 niveaux. Aussi. Premier niveau, les jeunes vont trouver ça drôle parce que c'est niaiseux, mais il y a tellement de messages à l'intérieur de tout ça. Là. Les parents vont trouver que c'est vraiment mourant, ça marche mieux dans nos services de garde que là. Mais c'est vrai. Vous me faites penser à ça parce que le chef a déjà été sirène. Ah oui? Ah oui, ouais? Parce qu'ils ont la capacité à un moment donné de se transformer en sirène, puis le chef, il a déjà été un soldat sirène. Ah. Là, il y a un des enfants qui veut devenir une sirène, puis il va lui dire non, tu peux pas faire ça parce que c'est trop dangereux. Puis on se rend compte que dans son passé, ça a déjà été un soldat sirène pour les armées. C'est vrai, je me souviens de ça. Là. Wow! Il a déjà été lutteur aussi. Mais il y a du monde qui ont pensé à ça. Ben, clairement, là. Écoute, il se bat avec un pou à un moment donné, un supra-pou, un genre de pou géant qui le suit partout, une moufette. Il y a un contentieux avec une moufette. Je ferais pas ça. Ouais, il y a une moufette qui le suit toute sa vie, puis là, elle veut se battre contre lui. OK. Écoute, c'est vraiment tordant, là. Wow. Tordant total, là. Puis on trouve ça où? Sur Télétoon. OK. Tout simplement. Des 2 épisodes de 15 minutes, ben, à peu près 12 minutes, là, pour que ça fasse une demi-heure avec les annonces, là. Puis c'est ça, c'est une garderie avec des enfants qui sont pas du monde, avec un éducateur qui est le pire éducateur au monde, là. Il s'en occupe pas. Je veux dire, il laisse là, puis il s'en va dans son bureau, puis ben, coudonc. les autres, ils s'amusent. Mm-hmm. Mais il y en a même une qui fait une recette de blob, de slime qui va virer en blob. OK. Fait qu'il va manger toute, au complet, toute la garderie. Je suis content qu'il en reste rien qu'un qui va trouver une façon de la tuer. Là. Et de sauver les autres. Et sauver les autres, mais là, on est vraiment dans la référence du film Le Blob. Ben oui, absolument. Tu sais, je veux dire, l'enfant, lui, il voit pas ça. Mm-hmm. Mais l'adulte, lui, il sait que le gars ou la fille qui a écrit ce scénario-là, de cet épisode-là, il l'a clairement vu. C'est un amateur du blob, là, c'est pareil. Là, il bouffe tout le monde, c'est pareil. Okay. En tout cas, bref, il y avait le Richard Chassimi, le poisson. Oui. Ben, si je parle vite de sirène, évidemment, je vais revenir avec Splash. Moi, c'est toujours Splash. Ah, Splash. Regarde, c'est le plus beau film d'amour au monde. Ah, ouais? Bon, en tout cas, moi, j'avais trouvé ça que... c'est pas le film avec Richard Gere puis... Julia Roberts. Ah, non, un officier, un gentleman. Non, ça, c'est pas Richard Gere. Pretty Woman. OK, ouais, c'est Richard Gere, c'est un officier. C'est Richard Gere, mais c'est pas un film d'amour, bordel. OK, je sais pas. Moi, j'ai la séquence qui sort avec elle dans les bras. Ça, quand t'as écouté ça quand t'étais enfant, puis tu le réécoutes adulte, tu te fais « Oh mon Dieu! » je l'ai jamais vu. Non, mais c'est considéré comme un film d'amour. C'est pas un film d'amour zéro puis une barre, c'est terrible, là. OK. C'est une prostituée qui est exploitée par un riche, là. Mm-hmm. Tu regardes ça avec adulte, puis tu te fais comme, là, mais c'est... Puis elle a fini avec parce qu'il y a de l'argent. Mais là, tu parles de Pretty Woman. Oui. OK. Splash, là, c'est tellement beau. OK. Honnête, là. Avec Tom Hanks. Oui, Tom Hanks, qui était à l'époque où il faisait beaucoup de comédies romantiques. D'ailleurs, il était maître des comédies romantiques. Oui. Puis après ça, il est devenu... il était maître partout, là. Mm-hmm. C'est la seule affaire qu'il ne faut pas que tu fasses avec Tom Hanks,
C'est le faire piloter un avion. C'est voyager. Faut pas que tu voyages avec Si tu lui. voyages avec Tom Hanks T'es dans mort. un film, tu sais que ça va mal. Ça va mal. Ça va toujours mal. Mais écoute, c'est un croche, ça, je veux dire, pour les jeunes garçons, surtout, là, de ces années-là. Là. Mhm. Écoute, la sirène, elle était magnifique. Ben, C'était beau, là. Non, Daryl Hannah. Ouais. Ça, puis Mannequin, c'était dans le même genre un peu. Oui, ou Weird Science. Oui, Wild Science. Mais là, on n'est pas Là, dans les poissons. on n'est plus d'un poisson. On n'est plus dans les poissons. On est dans les films d'amour qui nous Ouais. faisaient rouler de l'œil un peu. Ouais, mais c'est vrai que Splash, c'est un beau film. Oui, c'était correct. Ouais. Dans les jeux vidéo, moi, un poisson qui m'est tout de suite venu en tête, c'est Freddy Fish. Ouais. Et je vous explique pourquoi. C'était avec le premier ordinateur personnel que je me suis moi-même acheté. On est en 1996. C'est un Pentium 75 avec 850 MB de disque dur. Donc, ça fait très longtemps. Mais ça venait avec une série de CD qui venait avec, puis tout ça. Il y avait le jeu Freddy Fish, qui est en fait une petite aventure de poisson que là, tu ramasses des objets, puis quand tu arrives à une place, ah oui, ça, si j'avais la planche que j'ai pris tantôt, je pourrais lever la roche. OK? Mais c'est que là, Freddy Fish vient de sortir pour la Switch. Puis c'est exactement le même jeu que ma fille m'a dit, parce que je ne l'ai pas vu, mais elle se rappelle d'avoir joué avec mon Freddy Fish, parce que même si j'avais changé d'ordinateur, j'avais gardé le CD. Et je pense que Freddy Fish a 5 jeux différents. 1, 2, 3, 4, 5, là. Mais il y a un autre petit poisson avec lui, puis il se promène dans l'eau, puis il jase avec d'autres poissons. Puis... Mais il y avait un gros jeu sur Sega, sur un Aussi? poisson, Echo de Dolphin. Oh oui, le nom dit quelque chose. Oui, Ça, c'est vrai. C'était comme un jeu fort de Sega à Mhm. l'époque, là. Mais Qui a été les... repris sur la Genesis après, là. Oui. Mais sur le Sega Master, le Echo de Dolphin, là, c'était hot, là. Mais pour les gens qui trippent sur la pêche, les simulateurs de pêche, ça pogne, là. Ah, il y en a même, c'est les applications sur ton téléphone. Ah oui? Ah, OK. Les applications de pêche sur le téléphone. Il y en a même, écoute, il y en a, c'est des casques virtuels. J'ai pêché, mais virtuellement. Oh, oui. Avec un casque de réalité virtuelle. C'est vraiment hot, là. Je veux dire, t'as vraiment l'impression d'être là, là. Tu OK. peux pas avec le poisson, puis c'est vraiment Ah, je magnifique, là. t'imaginerais en réalité virtuelle, pêche en haute mer. Non. J'ai fait Batman en réalité virtuelle, Oui. je te l'avais déjà compté. Là. Oui. Ça a Mais été, j'aimerais que tu fasses Resident Evil. Là. non, je vais mourir. C'est clair, je meurs d'une crise de cœur. là. Je fais déjà de la haute pression. Là. OK. C'est sûr, je vais mourir là. OK. Ah, non. ben, joue à Quand- Freddy Fish. Quand c'est trop réaliste, là, Oui. non, c'est pas pour moi. Là. Freddy Fish, c'est pour toi. Ouais, ça, oui. Ben, tu vois, le jeu de pêche, j'adorerais ça. Là. J'aimais ça. Là. Puis, tu sais, t'avais des. Fallait que tu choisisses tes appâts. Puis là, tu pouvais choisir tes mouches. Puis là, tu sais, par rapport à l'homme. Puis là, fallait que Non, oui, tu c'est un pêches vraiment un vrai poisson. simulateur. Un vrai simulateur, pas un poisson spécifique. Puis là, tu sais, je dis, il était là, puis puis tu le capturais. Puis des fois, c'était pas le bon, fallait que tu le remettes à l'eau. Non, c'était bien fait. C'est ça. Puis probablement qu'avec l'arrivée de la Wii dans le temps, s'il y avait eu un jeu de pêche là-dessus, là, Oui. il y en avait probablement. Probablement là. qu'il y en Il avait. me semble qu'il y en avait, Là, oui. tu faisais vraiment le mouvement de la canne. La là. canne, ouais, il doit en avoir eu, là, les reels, Ah, sûrement. Sûrement. fishing, des affaires de même. Là. Mhm. Là, ils ont même des jeux de casino sur la pêche. Fait que... Voilà. Et toi, Joël, est-ce qu'il y a d'autres sirènes qui te passent par la tête? Non, comme ça, non. Quand que je pense à jeux et poissons, la seule image qui me revient, c'est le petit jeu de pêche là, avec les poissons qui tournent. Oui! Ah oui! Avec les batteries. Hey, là. je pense que je l'ai encore. Ah oui! Ouais, mais il y a avec- ça dans les fêtes foraines aussi. qui ouvrait la bouche. Oui, là, c'est puis, vrai, ça. Ah oui, ça, on a beaucoup joué avec Oui, ça. oui, en effet. Énormément. Il y avait des heures de plaisir C'est là, ça, entre amis. Je pense que je l'avais aussi en petite version. Oui, Mais c'est ça, vrai. c'était des aimants qu'il y avait dans la bouche. Ouais, Oui. Hey, c'est un vrai. petit peu ça. moins de challenge. Mais ils ont Ouais. ça à fête foraine. Quand tu vas à Beauce Carnaval, là, Mhm. ils ont ça encore. Là. OK, Tu pêches les poissons là, avec les enfants. Là, OK. Puis tu gagnes un toutou. c'est ça. Des fois, tu gagnes un poisson. Ouais. Oui, probablement. Un toutou. Ben oui. Ben un oui. Nemo ou une Doris. Là. Mais tu Mhm. nous as pas parlé de ton... Oui, ben, en fait, c'est Bruce. Ouais, mais je veux dire, c'est quand même... Mais c'est vrai que c'est le plus gros film de pêche qu'il n'y a pas. Effectivement. Ils n'ont rien que pas le bon bateau. Jaws, ouais, non, ils n'ont pas le bon bateau. Ils pensaient avoir le bon bateau jusqu'à temps qu'ils voient le requin, là. Mais Je pense, c'est quoi la phrase culte, là? We gonna need a bigger ouais, boat. on va avoir besoin d'un plus gros bateau. effectivement. C'est ça. Qui est devenu la phrase de la culture populaire Ouais. pour dire que, oups, peut-être que On va avoir besoin de quelque chose de ouais, plus là. on devrait mieux Mais- s'équiper finalement. C'est incroyable, pareil, le pari que Steven Spielberg a pris, là, parce que ça rappelle Mhm. une catastrophe. ce Absolument. film-là. Absolument. Rien qui marchait.
Puis en fin de compte, ça a réussi à sortir un C'est film ça. incroyable. Et je le dis, encore une fois, ce film-là est devenu bon pour la même raison que Star Wars, la musique. Ah, clairement. Parce que Clairement. dans les documentaires Star Wars, ils nous le montrent pas de musique. Pas pareil. Puis, Bon. Et là, on est dans la journée du poisson avril. Je vais Mhm. te poser la question, toi qui es quand même un grand connaisseur de jazz, mhm. tu vas me dire, est-ce que c'est vrai ou pas qu'on voit deux ovnis dans le film? Je le sais pas. Parce qu'il y a une Ben, rumeur des qui ovnis, dit qu'on des- voit des- des points blancs qui passent à un moment Ouais. donné. J'ai pas vérifié ça. C'est drôle, hein? Ça, j'ai pas vérifié ça. Comme les fils dans L'Exorciste. Ah ouais? Ça a l'air que pendant la lévitation, on voit les câbles. Oh! OK. Je ne regretterai pas ça Mais- ce soir pour vérifier. là. Ça, vois-tu, c'est plus intéressant à vérifier que des poussières qui passent en avant de la caméra. Là. On s'entend pour dire. C'est pas des poussières, c'est des lumières dans le ciel Oui, qui c'est ça. sont reliées avec les phénomènes d'ovnis. Ah, misère. Ça vaut pas la peine de Ça peut perdre être, ton ça temps peut à être un vérifier. jet qui passait au-dessus du Ça peut Japon. être n'importe quoi, là. Je sais. Mais j'ai vous pas savez qu'il y vérifié. a vraiment une rumeur là-dessus. Oh oui, C'est- absolument. C'est Ah oui. documenté. Là. Mhm. Je veux dire, il y a des gens qui croient ça, là, Mais peut-être que la réédition que j'ai en Blu-ray, qui l'ont ça, corrigé. ça a été effacé parce qu'on a corrigé le bleu du ciel pour qu'il soit conséquent dans toutes les séquences. Fait que probablement que s'il y avait un petit point blanc, il est parti. Ah, ben c'est ça. C'est ça. Ils ont voulu le cacher. Ils ont vu. Mhm. Conspiration, le syndicat a décidé de cacher les ovnis. C'est clair. Je vous l'ai dit que j'écoutais X-Files. Là. Non, non, en fait, c'est la balayeuse Kirby qui l'a aspiré. J'ai d'ailleurs... Ça, c'est un autre jeu pour ta pression, ça. Ouais. Le récent Kirby sur la Switch, là, Ah oui, c'est hot. Fiston m'a fait essayer ça. C'est correct. Ça, puis les jeux Lego, là, Ah oui, ouais, les jeux Lego, moi, c'est parfait. c'est parfait. Mais faut connaître nos limites. C'est ça. Tu sais, moi, Tu tombes Batman, je joue sur la Xbox, là, mais j'adore ça, mais en réalité virtuelle, là, perdu sur un bout de building, là, avec... non. C'est ça. Tu te demandes si tu sautes pas, là. Ah non, moi, je pleurais quasiment, là. Honnête, là, c'est quand tu dis que c'est l'immersion totale, c'est ça, Mhm. là. Ah non, Je veux c'est dire, c'est ton sûr. cerveau, lui, il marche pas, là. Il est sûr t'as même beau essayer de te convaincre du contraire, là, la machine, c'est pas toi qui la contrôle. C'est vrai. Avec lui, c'est garde moi, t'es sur le bord d'un précipice, t'as beau vous dire, ben non, c'est un jeu, mais lui, non, lui, il est disjoncté, là. Et Donc, c'est ça te là. prendrait un jeu virtuel où tu es Namor Ouais, pour aller dans l'eau. dans l'eau Ouais. et te Ou faire bien Kevin poursuivre. Costner dans T'as- Monde sans terre, on n'en a pas Ah, parlé. c'est vrai. C'est vrai? Il doit y avoir des poissons là-dedans, c'est Ben sûr. oui, hein. ben lui-même, c'est un mutant Oui, parce qu'il a c'est des vrai. branchies, il est capable de respirer sous l'eau. C'est vrai. Quel mauvais film, mais qui avait un immense potentiel. Ouais. Mais est-tu si mauvais? Il n'est ou- pas si mauvais que ça. Ouais. C'est qu'il a manqué de cohésion et de cohérence dans son scénario. Les costumes étaient horribles, mais la base de l'histoire était écœurante. Là. Je veux dire, le potentiel était là. Mhm. Je pense qu'ils ont manqué ça a coûté énormément cher à cause de tous les décors et tout ça. Là, mais tu sais, c'est un film potentiel incroyable, mais qui a mal été exploité. OK. Ben, c'est pas si mauvais que ça. Là. J'ai vu des affaires bien pires que ça dans Ouais. ma vie. Là. Je l'ai réécouté dernièrement, puis il y a quand même un bon potentiel. C'est vrai que Kevin Costner qui était à son top en plus. Là. Oui, c'est vrai. Je dis, mais les costumes sont horribles. Ils ont voulu copier les costumes de Mad Max. Là. Ouais. Mais tu sais, ça marche du béton, ça marche moins dans l'océan. Là. Tu vois pas comment tu as une armure de cuir là, sur l'eau. Là. C'est lourd un peu. C'est too much un peu. Là, parce que Mhm. Mais c'est pas si mauvais que ça, honnêtement, mais ça se passe dans l'eau all the way. Là. Ouais. Tu sais, puis lui-même, c'est un genre de Namor. Là. Mhm. Dans l'eau, il est incroyable. Là. Il nage vite, il respire dans l'eau et tout ça. Puis... OK. D'ailleurs, à la fin, il repart dans l'océan parce qu'il voit bien qu'il n'est pas fait pour vivre sur la Terre. Là. Je veux dire, tu vois que ça a été le premier probablement à 8 ans. Là. C'est le premier. C'est une nouvelle espèce. C'est l'évolution des espèces, dans le fond. Là. OK. Ça, on le voit là-dedans. Là. Lui qui a évolué pour vivre dans son élément. Mhm. L'eau avec les petits poissons. C'est ça. Comme nous autres aujourd'hui, on était comme des petits poissons dans l'eau. Ouais, hein, ça t'est pas pire. Ben, c'est sûr. Hey, On va penser à nos samalumes. ouais. Ça Imaginatrix. m'allume. J'ai pas de ça m'allume pour qu'est-ce que j'ai lu ou écouté dernièrement, mais j'ai plusieurs ça m'allume pour qu'est-ce qui est à venir, par OK. exemple.
Et puis, entre autres, cette semaine, on a vu la couverture pour le recueil de BD qui va être l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec. Oui. Qui va être publié aux éditions Sawin. Fait que depuis l'automne dernier, là, qu'on nous donne les noms des groupes qui vont être présentés dans cet album-là et des artistes qui vont les illustrer. Mais là, cette semaine, c'est ça, on a eu j'allais dire l'affiche parce que ça a carrément l'air d'une affiche de show métal. Mais la couverture, en fait, de cette BD-là, qui est illustrée par Guillaume Menuel, qui va être aussi un des illustrateurs d'un des 5 groupes. Puis c'est épique, là. Puis c'est très, très old school aussi, là. Très métal des années 90, là. Fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose de beau. Ça me donne encore plus hâte de lire la BD. On nous promet que ça devrait sortir en fin été ou à l'automne cette année. Puis je crois qu'il va y avoir une prévente sur la ruche. Prochainement, là, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est de quoi à ne pas manquer. Ça va pogner, ça. Je suis surpris que tu sois obligé de passer par le sociofinancement. Ben, c'est un peu... peut-être un choix, peut-être, là. Ben, c'est un choix. Oui, ça te permet de faire beaucoup de ventes, ça te permet de financer ton... Mais l'édition au Québec, c'est ça. Tu sais, le financement, il est pas là, puis à moins d'être une grosse... Je dirais pas une machine, mais tu sais, une grosse entreprise qui a un bon fonds de roulement depuis plusieurs années... quand tu démarres dans le domaine de l'édition, tu n'as comme plus le choix. Puis ça reste que c'est une solution plus rassurante, si on veut, pour les éditeurs, de savoir qu'au moins les gens, tu vas avoir les moyens de les payer. Là. Fait que puis c'est ça, c'est une bonne façon là, de faire de la promo puis de faire des bonnes ventes de départ. Là. C'est ça. Fait que c'est à surveiller. Sur la ruche bientôt, les éditions Sawin avec l'histoire de 5 grands groupes métal du Québec. Ensuite de ça, un autre truc qui est en pré-vente justement présentement, c'est le recueil Les cendres d'Instown de Jonathan Reynolds. Si vous voulez lire ses textes qu'il a fait au début de sa carrière d'auteur, ils sont presque toutes rassemblées dans ce recueil-là. C'est vraiment un gros recueil avec au-dessus d'une 20aine de nouvelles, 2 romans. J'imagine pas l'épaisseur, là, ça va être une grosse brique. Là. Puis, dans le fond, quand il a commencé à écrire, ses histoires se situaient dans un univers imaginaire, un peu, si on veut, qui se déroulait dans la ville d'Instown, qui est un peu inspiré probablement de Innsmouth. Puis il y avait d'autres petites bourgades autour de ça. Fait que ces histoires se déroulaient toutes là-dedans. Des fois, ça s'entrecroisait. Des fois, il y avait des liens entre les histoires. Il a publié beaucoup, beaucoup de nouvelles dans divers recueils, dans des fanzines, dans des magazines de littérature. Puis il y avait ces 2 premiers romans qui étaient Ombre et Nocturne qui vont figurer là-dedans. Fait qu'on nous fait une grosse compilation de tout ça. Il va y avoir même des extras. Il va y avoir, je crois qu'il va y avoir un article de... j'ai oublié son nom, mais c'était un article qui était paru dans Brin d'éternité, me semble, ou dans Solaris, à propos des univers de Jonathan Reynolds, une espèce d'essai de Pierre-Alexandre Bonin, son prénom vient de me revenir, une espèce d'essai sur les lieux dans l'univers de Jonathan Reynolds. Fait qu'il va y avoir même une nouvelle inédite. Fait que c'est vraiment un truc qui vaut la peine d'être découvert. C'est pas réédité. Les textes vont être republiés tels qu'ils avaient déjà été. Mais c'est ça, c'est agrémenté de plusieurs extras. Puis c'est en campagne de financement, en fait, en pré-vente présentement sur le site des éditions Les 6 Brumes. OK. Fait que c'est vraiment quelque chose que je vous recommande d'aller voir. Puis sinon, mon 3e Ça m'allume, j'en parle pas beaucoup parce que je sais que Marc va nous en parler. Il vient de sortir cette semaine, c'est Chanson noire de Jack Dion. Moi, j'ai juste une chose à vous dire à propos de ça. Allez voir la bande-annonce sur sa chaîne YouTube. C'est un truc de dément. J'ai vraiment hâte d'aller me le procurer.
Puis je suis convaincue que je vais dévorer ça. Puis là-dessus, Marc, je te laisse la parole pour nous en parler un peu plus, parce que je pense que tu l'as déjà lu. Oui. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le lire. J'ai complété ma deuxième lecture hier. Je l'ai même chroniqué. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'en parlerai pas trop parce que je veux pas divulgacher rien. Après Alice, je voulais que Jake nous donne son univers à lui parce que il l'avait jamais fait avant. Puis c'est pas facile d'être auteur de BD. Quand tu dessines, quand tu es dessinateur, tu fais ça conjointement avec un scénariste. Habituellement, il y a des gens de métier qui sont habitués à écrire des scénarios. Parce que c'est pas la même chose. Hein. Écrire une BD, écrire un roman, c'est complètement différent. Mhm. C'est deux médiums complètement différents. Et je sais que pour Jake, c'était comme un peu se lancer dans le vide, là, de scénariser sa première BD. Il l'a très bien fait, honnêtement. Je pense qu'il y a un talent d'auteur qui va se développer avec le temps, parce que c'est sa première BD. C'est la première fois qu'il fait ça. Graphiquement, au niveau du dessin, il n'y a rien à redire. Là, je veux dire, c'est extraordinaire. Et ce qui ressort le plus au niveau de cette histoire-là, c'est les couleurs. Il joue beaucoup avec les couleurs, puis les couleurs sont vraiment parlantes. Son histoire est bien ficelée, c'est cohérent, ça se tient. J'ai beaucoup aimé ça. C'est de l'horreur cosmique, mais en même temps, je pense que c'est excessivement personnel comme BD, parce que ça parle surtout de la relation entre un homme et une femme qui essaient de se retrouver un peu, qui vont partir en campagne. Et là, il y a toute l'étrangeté de la campagne québécoise des années 70. C'est bien, moi j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé vraiment que c'était une bonne rentrée en matière en tant qu'auteur, parce qu'au niveau de dessin, il n'y a plus de preuves à faire, là. Je veux dire, il est considéré comme un des meilleurs dessinateurs qu'on a au Québec. Puis il a son style à lui, hein. C'est un style qui est particulier, c'est un style qui est très onirique. En même temps, des fois c'est sale, des fois c'est brouillon, mais dans ce côté brouillon-là, il y a toujours un ordre. C'est vraiment un style qui colle bien à l'horreur. Je voulais vraiment qu'il m'ouvre la porte à lui. Il l'a fait. Puis c'est une très belle entrée en matière. Maintenant, j'ai pas l'impression qu'il a encore tout donné. J'ai l'impression qu'il nous a offert une partie de lui. Mais j'ai l'impression que ses prochaines BD vont être encore meilleures que ça. Je pense qu'avec Alice, il est arrivé à une maturité au niveau du dessin, une maturité au niveau de son univers graphique. Ça, il n'a plus besoin de jouer avec ça. Il l'a. C'est clair. Il est capable de tout faire. L'horreur, la science-fiction, cyberpunk, il peut tout faire. Côté scénario, il a bien démarré ça, mais je pense que ça va aller qu'en s'améliorant de BD en BD. Puis ça, c'est vraiment... Je pense qu'on a vu vraiment le vrai Jake Dion. Il nous a donné vraiment une partie de son univers à lui. Alors, c'est une très belle réussite. C'est une très belle BD qu'on a eu la chance de lire, qui, je crois, va faire de bonnes ventes au Québec, parce que c'est de l'horreur, mais c'est quand même de l'horreur qui est accessible. C'est pas tant gore ou tant adulte. C'est pas non plus tant explicite non plus comme dans Alice, par exemple, qui adaptait un roman de Patrick Sénégal, qui était très juvénile d'ailleurs, le roman. Là, je veux dire, moi, j'avais un gros défaut à ce roman-là. Ça a toujours été le côté juvénile de la chose, là, que j'ai toujours trouvé. Ça se reflétait un peu d'ailleurs dans Alice, mais c'est normal, c'est une adaptation. Là, t'adaptes l'histoire, t'adaptes aussi la psychologie des personnages. C'est pas tes personnages. Là, c'est les personnages à Jake. C'est ses créations. Ça vaut vraiment la peine, honnêtement. C'est pas une BD qui est excessivement chère non plus. Puis elle est belle. Je veux dire, elle est cartonnée, elle est magnifique, la BD. Ça vaut vraiment la peine. Une centaine de pages, qualité. On voit qu'il a beaucoup travaillé là-dessus. Je pense que je pense qu'il est rendu à un autre niveau avec cette BD-là. OK. Il a dépassé Alice vraiment. Graphiquement, au niveau des couleurs, là, honnêtement, là, moi, j'ai capoté. Là. Moi, j'aime beaucoup, moi, le noir et blanc. Souvent, j'adore ça. Mais les couleurs aussi, quand ils viennent dans l'histoire. D'ailleurs, ces couleurs-là m'ont fait énormément penser à les couleurs les couleurs tombées du ciel de Lovecraft. OK. Alors, c'est très Lovecraftien en tant que tel. Je veux dire, il s'en cache pas.
C'est très Lovecraftien au niveau du cosmique et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait une partie beaucoup de Stephen King dans son histoire, avec cette relation familiale-là qui était instable, qui est un peu tordue en même temps. Puis on joue toujours sur l'onirique, la réalité. On ne sait pas on est dans quoi, on ne sait pas où ce qu'on va. Je veux dire, la fin est très ouverte à interprétation de chaque personne, et ça, j'adore ça. Moi, j'aime ça, avoir une fin qui est ouverte. Moi, quand on me donne tout cru dans la bouche, là, ça dépend. Je veux dire, quand on lit du Dan Brown, on aime ça avoir tout cru dans la bouche parce que c'est une enquête policière. Mais quand on est dans l'horreur cosmique comme ça, donne-moi pas tout cru. Là, je veux dire, laisse-moi. Faut qu'il y ait du mystère. Faut qu'il y ait du mystère, faut qu'il y ait de l'imagination. Et là, on en a. Là. Honnêtement, c'est une très, très belle BD. Ça va être une BD à surveiller cette année. Là. Je pense que ça va faire de bonnes ventes. Puis je suis content pour Jake parce qu'il travaille fort. Je l'avais dit avec Alice qu'il y avait la porte d'entrée pour pouvoir exploser. C'était dans ses mains à lui. Hein. Il y avait rien qu'une personne qui pouvait faire ça. Puis il a pris la balle au bon. Il a utilisé vraiment l'élan que Alice lui a donné pour nous revenir avec une BD très personnelle, je pense. Je veux dire, je connais pas tous les détails de son histoire, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de très personnel à l'intérieur de cette BD-là, qui a su marier avec son amour de Lovecraft. Alors, c'est une très, très belle BD. Honnêtement, c'est une belle BD qui va rallier, je pense, les gens. Oui. Puis, en tout cas, il y a son public. Oui, il y a son public. Au Comic-Con de Québec l'automne passé, il y avait du monde là pour le voir. Public. Je pense aussi qu'il rouvre à un plus grand public qu'Alice avec cette BD-là. Honnêtement, je crois qu'Alice était plus limitée au niveau du public parce que c'était quand même assez explicite. Là. On ne se le cachera pas, là, Alice. Là, c'est sexuellement explicite. Puis c'est aussi du très psychologiquement explicite parce que là, on est dans la drogue, on est dans la transformation de soi, puis on va loin dans les travers de l'humain. Mais ça, c'est Patrick Sénégal. C'est pas Jake. Je veux dire, c'est complètement différent. Là. Je veux dire, c'est bon. J'ai beaucoup aimé ça, honnêtement. Sauter là-dessus, c'est arrivé en librairie. Là. Puis ça vaut la peine vraiment. Là. Moi, je l'ai eu en numérique, mais je vais aller me le procurer en papier, c'est sûr et certain. Parce que je suis sûr que mon expérience ne sera pas la même en lecture papier qu'en lecture numérique. Ça, je suis persuadé que ce ne sera pas la même chose. Je pense que ça va être magnifié avec le médium papier parce que la BD est faite pour être en papier. Je veux dire, je vais vous le dire, là, lire du numérique, c'est une purge. Un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire dont tu te passerais. Que je me passerais énormément. Je veux dire, le roman en numérique se lit bien, parce que c'est des mots, des pages. Mais la BD en numérique, c'est une vierge de pure. Excusez-moi le mot, là, mais c'est long, c'est lourd. Puis, j'ai ça. Mais, it's the life, hein, c'est la vie, comme on dit. Comme tu dis, c'est un mal nécessaire. C'est vrai. Mais sautez là-dessus, allez-y. Puis, je pense que tu ne seras pas déçu, Joël. Tu me donnes encore plus hâte. C'est une très, très belle BD. Ouais, puis je suis content pour lui parce que c'est une BD qui peut s'exporter très bien aussi. Parce que même s'il y a beaucoup de passages qui est en joual, en québécois, avec notre langage à nous, nos expressions à nous, ce qu'il faut savoir, c'est ça que les Européens veulent. Ouais, je pense que de plus en plus, les Français, ils s'ouvrent à notre culture. Exactement, c'est ce qu'ils veulent. À notre façon de parler. Puis... Nous avons des auditeurs européens. Ouais. Exactement. Mais c'est ce qu'ils veulent. Les Européens, ils ne veulent pas avoir un Jake Dion qui nous parle d'un truc banal qui se passe à Los Angeles. Là. Il veut avoir du Jake Dion qui est québécois, qui parle d'une histoire qui se passe au Québec dans les années 70, fin des années 70. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent entendre les personnages avec leur expression québécoise, notre style, notre joual, nos sacs, notre façon de faire. Tu sais, je veux dire, ça ne détonne pas. Pour eux, c'est une façon de connaître notre culture, puis comme tu dis, de s'ouvrir à notre culture. Je suis contente aussi qu'au Québec, on commence à réaliser ça, qu'on a une langue qui est propre, puis qui peut être partagée, qui peut être comprise, puis qui n'est pas... parce qu'on en remonte, je sais pas, 10 ans, 15 ans, il pas longtemps, le québécois, c'était une langue inculte. Puis à cette heure, de plus en plus, on considère ça comme une... On sous-titrait les films québécois. Exactement. On traduisait les livres québécois en français international. OK. Mais de plus en plus, on réalise que c'est une langue à part entière. C'est plus juste un dialecte. On n'a pas à avoir honte de ça. Je veux dire, c'est notre culture, c'est notre façon.
passons-là, cette culture-là. Puis on n'a pas à avoir honte de ça. C'est ce qui fait de nous un peuple distinct, c'est ça, là. Je veux dire, bref, c'est une belle BD. Sautez là-dessus. Oui. Puis je suis persuadé que les prochaines vont être encore meilleures parce que l'écriture, ça se développe. C'est comme le dessin. Ouais. Tu sais, je veux dire, Puis Jack, il se pratique en maudit au dessin, là. C'est ça. Il en fait à tous les jours. Puis là, D'ailleurs, on peut même aller le voir sur YouTube. Je pense qu'il fait des lives une fois par semaine. OK. Il dessine en direct, là. C'est Ouais. quelque chose à aller voir. Fait que c'est pas facile à écrire. Une OK. BD, c'est pas facile, je vais vous le dire, là. Puis je sais que pour lui, c'était vraiment un gros pas à faire. Il l'a bien fait, puis ça va aller qu'en s'améliorant. Parce qu'il y a tout le temps des petits trucs à prendre au niveau de l'écriture de la BD pour que ça soit lisible, que ça soit les ellipses, tout ça, mais il a bien réussi son coup, honnêtement. Là. OK. Il a bien été coaché, je pense aussi. Parce qu'il y a un bon cercle d'amis autour de lui aussi. Alors, une belle réussite, mesdames et messieurs. Bon, ben, Une tant belle mieux. réussite. Tant mieux. Le livre que tu as dans Oui, les mains hey, écoute. m'intrigue. Est-ce que tu connais Robert Bloch? Ben, Tu je nous en as pense, déjà parlé. je pense que oui, mais je peux me tromper. Vas-y. Est-ce que c'est l'auteur de Psychose? Tout à fait. Ah! Non, mais c'est la seule raison pour laquelle je le connais. C'est l'auteur de Psychose, mais c'est aussi l'auteur qui a tué Lovecraft. Ah! Parce que c'est un grand ami de Lovecraft. Mhm. Et il a commencé à correspondre avec lui à peu près quand il avait 15 ans. Et dans ses correspondances, à un moment donné, il lui demande « Est-ce que je peux te tuer? » Dans une histoire. Ben oui. Bien entendu. Et Lovecraft a accepté. Alors, dans une de ses histoires, il va amener le personnage de Lovecraft, qui va être un genre de bibliophile, puis il va carrément l'anéantir dans ses histoires. C'est drôle parce que c'est le personnage qui a tué Lovecraft. C'est un ami très personnel à Lovecraft. Il a écrit Psychose, qui est à des années-lumière de ce qu'on connaît du film. style. Oui, OK. mais Du film, pas... non, oui. pas tant. C'est quand même pas pire. C'est quand même bien, mais je veux dire, il n'y a pas d'horreur cosmique dans Psychose. Non. Là-dedans, Non, c'est très, très terre à terre. ici, dans Étrange et Honte, qui est un petit roman, un roman court, Robert Bloch joue avec Lovecraft, sauf que il prend l'idée que, dans le fond, tout ce que Lovecraft a écrit, c'est vrai. Et son personnage principal, qui à la base est un genre de brocanteur, il aime beaucoup ramasser des objets un peu mystérieux, qui sont, je dirais, des vieux livres, des vieilles affaires, comme on voit. Et à un moment donné, il va tomber sur un tableau de Robert Pickman, qui est un personnage de Lovecraft. Mm-hmm. Et là, il y a un de ses amis qui va lui dire c'est un tableau de la nouvelle. Et on va se rendre compte que tout ce que Lovecraft a écrit, ben c'est vrai. Et lui, il va tomber là-dedans. Et là, il va y avoir des gens autour de lui qui vont commencer à mourir. Mais à mourir de la même façon que les personnages meurent dans les nouvelles de Lovecraft. OK. C'est extrêmement intriguant, extrêmement le fun à lire. Ça fait longtemps que je voulais lire Robert Bloch parce que je savais que lui... C'est ça, parce que ça doit pas être récent, ce livre-là. Non, c'est pas récent. Okay. J'espérais enfin pouvoir tomber là-dedans parce que c'est un grand amateur de Lovecraft. Il s'est beaucoup amusé. C'est un auteur qui écrit très bien. Très, très belles éditions. C'est aux éditions Memnos qui font toujours des super beaux livres. Des livres qui sont quand même abordables avec des super belles traductions, un beau visuel aussi. Et ça vaut vraiment la peine. Et là-dedans, il y a vraiment une description de l'œuvre de Lovecraft qui est magnifique, que je ne vous ferai pas de la lecture parce que ça prend quand même 4 ou 5 pages. Là. Mais il explique très bien qu'est-ce que Lovecraft amenait et on sent tout l'amour qu'il y avait pour l'écriture de Lovecraft. OK. Okay. Maintenant, donc, Dagon, c'est vrai. Ben là-dedans, oui. Dans cet univers-là, tout ce que Lovecraft a écrit, c'est réel. Alors, on est dans le trouble. Probablement. D'ailleurs, le personnage principal est dans le trouble tout le long du livre. Là. Alors, c'est parce que plus tu avances, plus tu te rentres à l'intérieur de tout ça, puis plus il se rend compte que t'as peu. Au départ, il ne croit pas trop à ça. Là. Son chum, il dit, ben oui, c'est vrai, puis tout ça, mais maintenant, son chum meurt. D'une façon horrible, mais de la même façon que dans une nouvelle de Lovecraft, alors, il fait le lien. Il va être copié, dans le fond, ses bras, son visage va être arraché, puis il y a quelqu'un d'autre qui va le mettre. C'est dans une nouvelle de Lovecraft. Et là, il va se rendre compte qu'il avait bien raison. Puis là, ça commence après ça déboule. OK. Ça déboule, mais tout comme les personnages de Lovecraft, au lieu de
de fermer à clé puis de sacrer son camp dans une cabane partout dans le bois, ben, il va continuer à essayer de fouiller puis il va s'enfoncer là-dedans, dans le mystérieux pour essayer de comprendre. Fait que, bref, et à un moment donné, il s'en rend compte. Il se dit, attends un peu, là, il dit, je regarde ma vie. Je suis en train de faire pareil. Il dit, exactement, il dit, je pourrais être moi-même un personnage que Lovecraft a écrit. Et je vous en dis pas plus. OK. Ça pourrait faire un film ou une série? Je pense que c'est pas réellement adaptable. Non? Je pense que ça reste en roman, c'est bien comme ça. Je pense que c'est pas nécessaire de tout adapter dans la vie. Je pense que ça devrait pas être adapté. Ça devrait être comme ça. OK. Mais ça ferait je pense que ça pourrait faire une bonne série. Je pense que Lovecraft peut être bien servi en série, bien que The Thing, qui est un film, on va se le dire, que c'est une adaptation clairement Lovecraftienne, là, probablement la meilleure de tous les temps. Là. Je veux dire, on est proche des montagnes hallucinées puis de plein d'affaires. Là, je veux dire, c'est probablement, moi je pense que c'est la meilleure adaptation de Lovecraft qu'il n'y a pas au cinéma. Là. Ben, même déjà, si c'est pas officiel, là, mais c'est officieux. Une bébite de l'espace dans le pôle Nord. Et voilà, je veux dire, on se le cachera pas. Là. D'ailleurs, The Thing, qui est un film extraordinaire, mais qui était beaucoup trop avant son temps, d'ailleurs. Ben, c'est un film d'extraterrestres la même année que E.T. Oui, c'est vrai. Non, j'ai vu le documentaire, tu sais bien. Oui, il a sorti. Il était foutu d'avance. Non, c'était. Comme dirait Jean Leloup, je suis foutu dans les deux cas. C'est exactement. T'avais E.T. qui était un joli petit extraterrestre tout gentil qui soignait le monde avec son doigt rouge. C'est ça, puis après ça, t'avais The Thing de John Carpenter. T'avais The Thing qui était une créature qui copie les gens, puis qui avec des tentacules, puis une tête avec des. La scène de la tête, là. Mais The Thing, là. C'est le film que je suis allé loin en cassette puis que j'ai chargé 1 pièce à chacun de mes chums pour venir voir ça chez nous. C'est incroyable, ce film-là. Honnête, non, dans ce temps-là, on recule loin, là. Maintenant, là... Une demi-heure d'autobus pour me rendre au centre-ville, 1 demi-heure à pied pour me rendre au club vidéo. Après ça, il faut que je revienne prendre l'autobus puis que je revienne chez nous, puis ça devait coûter 10 pièces loin à cassette. Non, c'était... Mais quel film! Maintenant, il est classé dans les 100 plus grands films américains. Les 500 plus grands films américains. Ça paraît un peu que c'est fait en caoutchouc, là. Ouais, mais à l'époque, c'était une révolution. Mais il y a du CGI bien pire que ça aujourd'hui. Mais je pense que le film, pour l'époque, était trop gore. Était trop à l'avant-plan. Il était trop d'avance sur son temps pour ce que les gens étaient prêts à endurer à cette époque-là. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu tardivement, il a été réhabilité. Il a été boudé au cinéma. Ouais. Écoute, je me souviens des Razzies à cette époque-là. Voyons, c'est lui qui a fait de la musique, c'était Enrico Morricone. Qui avait fait la musique pour The Thing, parce qu'habituellement, c'est John Carpenter qui la faisait, mais cette fois-là, il avait engagé Enrico. Il a été mis en nomination pour les Razzie Awards pour la pire trame sonore. Si on avait, je veux dire, c'est carrément un boudage total, là. Je veux dire, c'est complètement ridicule, là. C'est là que tu vois que les prix... non, parce que la musique est stressante. Tout est stressant dans ce film-là. D'ailleurs, à la fin, est-ce que Clint est... C'est-tu Clint ou Claude? En tout cas, je me rappelle pas de son nom. Lui avec lui qui s'était perdu dans Tempête puis qui revient. C'est ça. C'est-tu vraiment lui? C'est-tu vraiment lui ou c'est pas vraiment lui? On ne sait pas. En tout cas, ils partagent la même bouteille de whisky. On ne sait pas. Encore là, regarde, c'est ça que j'aime. Tu le sais pas. Explique-moi-le pas, dis-moi-le pas. D'ailleurs, John Carpenter l'a jamais dit. Il a dit, je pense en entrevue à un moment donné, qu'après tant d'années, il savait maintenant c'était qui était la chose. Mais lui, il l'a jamais dit c'était qui. Il l'a gardé pour lui. Dans le fond, je veux pas le savoir, c'est pas important. Et ils ont fait un genre de préquel là, en 2011. Je l'ai regardé. Pourquoi? Non. Tu sais, quand je te dis que tout n'est pas adaptable. Non, ça raconte l'histoire qu'on sait déjà. Ben oui, l'histoire des Norvégiens, mais on avait besoin de ça. En plus, ils sont allés mettre 2 Américains là-dedans. C'est ça. Dont une qui s'en sauve. Ben, on ne sait pas ce qui arrive avec elle. Mais c'est ça, c'est comme un préquel remake, on ne le sait pas. On ne sait pas. C'est n'importe quoi, c'est poche. Dernier, ça m'allume. Je te laisse. Je vais passer rapidement sur cette petite BD-là, qui est une nouvelle maison d'édition, qui est les éditions Main Libre. Ça vient tout juste de sortir. C'est Jean-Michel Girard et Stanley Péan. Stanley Péan qu'on connaît surtout pour les romans, qui ont décidé de faire une genre de série historique qui est Fuite, d'Isabelle Watson. C'est rare qu'on voit des séries
historique réaliste comme ça, parce que je peux te montrer un peu le style de dessin. Là. Tu vas voir, on est clairement dans l'hyper-réalisme. Oui. OK? J'ai rarement vu un dessin hyper-réaliste comme ça au Québec. Jacques Lamontagne le fait, mais il pogne beaucoup plus en Europe qu'au Québec, bizarrement. Jean-Michel Girard, lui, se spécialise au niveau des reproductions historiques, des dessins historiques. Il y a des contrats un peu partout dans le monde, mais pas au Québec. C'est sa première BD vraiment québécoise. C'est une jeune femme qui va fuir l'Angleterre pour aller aux États-Unis. Elle va rencontrer un esclave. C'est vraiment comme une relation de deux personnes qui sont complètement à l'opposé dans un nouveau monde qui est les États-Unis. C'est très bien. C'est un bon tome d'introduction. Le dessin est magnifique. J'ai trouvé l'histoire très belle. J'en parle parce que je le dis, puis je le répète, c'est pas commun des histoires avec un dessin réaliste comme ça, historique. Ça court pas les rues au Québec. Ça fait du bien d'avoir quelque chose comme ça. Puis ça fait du bien d'avoir ce style de dessin-là qui me fait beaucoup penser à Fred Beltrame en Europe. Jean-Michel Bonzio également. Je veux dire, des dessins hyper réalistes. On n'en a pas tant au Québec. Alors quand on en a un, je veux vraiment l'encourager. C'est bien, l'histoire est bonne. Mais ça reste un premier tome. Ouais. Donc on est dans l'introduction. À la fin, tu te dis, OK, j'ai eu une belle histoire, mais j'en aurais pris plus. Ben oui. Mais c'est là qu'on voit que c'est un tome d'introduction pour nous présenter les personnages et que si on fait des bonnes ventes, ça va vraiment être sur une longue série. C'est ça. Parce on que va espérer. C'est ça qui est dommage, c'est que ça se peut qu'il n'y ait pas de tome 2. Exact. C'est ça qui est plate. Si ça ne pogne pas et ça ne vend pas, on arrête au tome 1. Puis c'est une nouvelle, ça vient de cette maison de production d'édition-là, vient d'apparaître. Puis écoute, le livre est beau, là. Honnêtement, ils font du beau stock, c'est vraiment beau. Une belle BD, puis j'adore ça, j'ai bien aimé ça. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un article. Là. OK. J'ai écrit sur Jake Dion la semaine passée, cette semaine. Puis là, je vais écrire sur celle-là ici. Là. OK. Fait que c'est mon prochain article, c'est sur Fuite. Puis honnêtement, là, ça vient de sortir aussi en librairie. On est complètement à l'opposé de Jake Dion. Là. Je veux dire, on est deux affaires complètement différentes. Un qui est vraiment de l'horreur cosmique, un qui est vraiment de l'histoire. Puis c'est ce qui fait de la beauté de la BD, c'est que tu en as pour tous les goûts. Ben, absolument. C'est extraordinaire. Très belle BD, sautez là-dessus. C'était mes deux, ça m'allume. Mes trois avec Chanson Noire. Bon. Ben moi, mon ça m'allume, il est pas tant geek que ça, mais c'est un peu à cause de vous autres. Et je m'explique. Je tombe sur un article concernant le développement de la créativité, à l'effet qu'on a trouvé une méthode infaillible enseignée aux soldats. OK? Parce que les soldats se retrouvent dans toutes sortes de situations complètement débiles et doivent être créatifs. Et l'article dit que pour enseigner ça, il faut revenir à comment les enfants sont créatifs. Et on dit que les deux gros axes, puis je donne les deux mots en anglais, sont storytelling puis world building. OK? Donc, raconter des histoires et créer des univers. Fait que là, j'ai pensé à ma gang de podcasts et je me suis dit, mon Dieu, je suis le moins créatif des quatre. Fait que dans l'article, il y a un lien qui dit « Ah, tu peux l'acheter! » Donc, je me suis acheté le petit livre qui s'appelle « Creative Thinking ». Ça ne gagnera pas de prix d'édition parce qu'on sent le coup de tranche sur le bas. Hey, peux-tu lire le complément de titre? A Field Guide to Building Your Strategic Core. Ce qui veut dire un guide sur le terrain pour devenir plus créatif dans ta stratégie. Moi, stratégie. En tout cas, bon. Mais... Pour développer ta créativité. C'est ça. Sur le terrain. Exactement. Mais que ce soit sur le terrain de l'armée ou le terrain professionnel ou Regarde, j'ai commencé à lire ça, je tripe au bout. Okay? Oui, c'est vrai que l'humour, il faut revenir à l'enfance pour apprendre ça. Je devrais te montrer, te donner des trucs, Marc. Mais la créativité, c'est la même affaire. C'est de prendre quelque chose puis d'en faire autre chose. Okay? Est-ce que tu sais ce qui a été traduit? Je pense pas. OK.
Je pense pas, mais quand je vous dis qu'il n'y aura pas de prix d'édition, là, je veux dire, ça a l'air tapé à la machine. Là. Oh! Oh, OK. on est pratiquement dans le courrier 12, là. C'est ça, c'est C'est ça. ça, la typographie courrier. Là. C'est ça. Ça gagnera pas de prix, mais pour le contenu, là, je trouve ça... regarde, être créatif, c'est prendre... Attends un peu, c'est prendre ce qui marche, changer ce qui marche pour ce qui marcherait. Non, c'est... je pense que je vais aimer ça. Fait que là, attachez bien votre truc, là. Je vais être créatif. Tu nous en reviendras avec des résultats. Moi, je vais vous raconter des Des histoires résultats de terrain. et créer des univers. Fait que c'est mon ça m'allume. À part ça, ben, je vais continuer d'écouter différentes séries télé. J'espère vous dire la prochaine fois que Moon Knight, ça m'allume. Mais le premier épisode, là, c'est flyé. J'ai hâte, honnêtement. Il est fou dans la tête. C'était un beau personnage. Oui. En BD, là, c'était un beau personnage, mais c'était Mhm. un personnage pour faire concurrence à Batman. Là. Oui. Mais il y avait Oui. le côté un petit peu tordu que Batman n'avait pas. Là. Bon, c'est pas vrai. Batman, il est tordu. Batman est assez tordu aussi. Ah, il est tordu. C'est tout ce que Iron Man n'a pas de Batman. Ouais, OK. Si tu mélanges Moon Knight puis Iron Man, puis ça donne Batman. Tu m'as même pas parlé du nouveau Batman. Tu allé le voir? Pas en tout. Ah. J'ai vu un bout de la séquence du Joker qui n'est pas dans le film. Puis je me dis encore une fois, c'est un Joker qui ressemble pas au Joker. Ils ont bien fait de ne pas le mettre dans le film, honnêtement. Là. Ouais. Mais bon. Mais Ils ont- toi, t'as bien aimé le film. Oui, je n'ai pas trouvé que ça transcendait le monde. Là. Ben, parce que je connais les BD. Mhm. Tu sais, j'aurais aimé ça que le réalisateur me donne comme Todd Phillips m'a donné avec un Joker, qui réinvente le personnage. OK. Puis c'était ça qui m'était vendu, moi. Quand je suis allé voir de Batman, je pensais vraiment qu'il allait me donner son Batman à lui. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des petits bouts de plein de comiques, puis il les a tous mis ensemble. Mais OK. c'est pas son histoire à lui, là, c'est l'histoire de plein de monde. Mais ça reste que c'est un sacré beau film, là. Honnêtement. OK. Là, c'est un bon film. Bien réalisé, les images sont belles, les effets spéciaux aussi, Oui. les acteurs, le casting, tout Même marche, si, là. même si c'est avec le gars de Twilight. Ah, il est très bon. Ben oui, j'en doute pas. Il est écœurant, là. Je veux dire, c'est vraiment... Il fit dans le rôle de Batman, là. Numéro 1. Mais il prend beau soin, on ne le voit pas. Mais c'est normal, il est vengeance. Là. À la fin, il devient espoir. Là. Mais mon gars de 6 ans a probablement dit le plus beau truc qu'il n'y a pas. Il a dit, papa, il dit, c'est la première fois que je vais voir un film où que ça commence mal, puis il dit que ça finit mal. Bon, ben, Et pourtant, le film ne finit pas mal. Mhm. Mais il finit avec le Joker. Ouais. Avec la petite séquence minuscule du Joker. Fait que pour lui, à 6 ans, le Joker... C'est pas une bonne fin. C'est pas une bonne fin. Bon. J'ai tellement trouvé ça drôle. Mais tu vois, gars, il a aimé ça. Là. Il y a 3 heures de temps, il n'a pas bougé. Puis il n'a pas tout compris, mais majoritairement, c'est bien. Moi, honnêtement, ça vaut Pour la cet peine. âge-là, je trouve Ouais. ça très bon. Ça reste pas mon préféré. Je trouve que Nolan a fait des meilleurs films parce qu'il nous a donné son Batman à lui. Mhm. C'est ça que je voulais voir. Moi, je voulais voir le Batman au réalisateur à lui. Mais donne-moi pas des petits bouts de Batman de Year One, de Batman d'un autre. C'est ça. Ça fait fan service. Ça fait un Batman que je connais malheureusement. Mais ça reste que c'est un bon film. C'est à voir. Honnêtement, c'est à voir. OK. Mais c'est sombre. Ah ouais, ben ça. Ça, c'est pas un film à aller voir au cinéparc. Non. Puis je pense pas être capable. Une belle tache noire de 3 heures. C'est incroyable comment c'est sombre. Pour le prochain, il va être noir au complet. Là. Mais j'aime beaucoup aimer le côté de la peur. Oui. Ça, j'aimais ça. Tu sais, quand le bat-signal est là, les criminels ont peur d'être dans les rues. OK. Puis, tu sais, je veux dire, ça, j'aimais ça. Parce qu'à la base, Batman, c'était ça. C'est là. ça, exactement. Fait que C'est pour ça qu'il est une chauve-souris. On revient à ça, là. Tu sais, la peur qu'il donne, là. Fait que, tu sais, t'es dans la rue, là, t'es dit, ah, m'en aller voler son sac à main à elle, là. Puis là, le bat-signal allume, là. Tu fais comme, ah, shit. Là. Puis, tu sais, il commence à paranoïer, là. Puis, non, c'est correct, je m'en vais, là. Tu sais. Mais c'est ça, l'effet Batman. Ça, c'est beau. OK. C'est beau, puis la finale est écœurante. Honnêtement, là, la finale, là, où ce qu'on voit qui devient vraiment espérance, l'espoir, là. La transition entre la vengeance et l'espoir, là, où ce que tu vois qu'il va en faire plus. Ouais, mais là. l'espoir, c'était pas Superman, ça? Ouais, mais tu sais, Batman, un moment donné, il veut en faire plus en tant que Bruce Wayne aussi, là. Mhm. On l'a vu, là. Parce que là, au départ, il est vraiment perdu, là. Tu sais, il veut se venger, là. Il est en colère contre tout le monde, puis tu sais, il va pas bien. C'est un personnage qui est troublé, là. Psychologiquement, il va pas bien. Puis il est écœuré, puis il varge tout le monde.
Ses parents sont morts c'est lui. C'est normal, là. C'est une transition normale. Là. Il est dans une période de déni. Là. Son deuil n'est pas encore fait. Là. Ouais, fait que tu vois la psychologie. Là. Mais honnêtement, c'est un bon film. Là. Je peux pas te dire que c'est un mauvais film. Là. Okay. C'est pas le meilleur Batman que j'ai vu, mais c'est un bon film. Bon, en tout cas, pour avoir toffé 3 heures, il faut qu'il soit quand même bon. Là. C'est long un peu. C'est sûr que c'est long un peu. Là. Ça dépend. Si tu es à Québec dans une chaise super confortable, mais à Rivière-du-Loup, des fois, nos chaises sont dures pour le vieux. Sont confortables pour 2 heures. Sont dures pour le vieux dos, là. Quand on est un peu plus vieux, là, c'est plus tough, là. Mm-hmm. Mais honnêtement, allez le voir, là. OK. Ça vaut la peine. Bon. J'ai hâte d'aller voir Morbius aussi. Oui. Même si les critiques sont désastreuses. Ben, regarde. Mais ça, on le savait d'avance. Non, mais ça se peut que ce soit aussi bon que Venom. Oui, Venom. Ça s'écoute. Venom, c'est un divertissement. Moyen, mais c'est un divertissement. C'est ça. C'est du craft dinner. Si tu sais que c'est ça que tu vas avoir. Tu te poses pas de questions, puis tu regardes une grosse bébite. Puis tu t'amuses. Absolument. Parce que Moebius, c'est ça aussi. Tu es un vampire, puis tu t'amuses. Des fois, il y en a qui se posent trop de questions. Calé mouillant. C'est vrai. Il faut que tu mettes ton cerveau à off des fois de temps en temps. Prochain épisode, ça se peut que ce soit Virus ça se niveau 2. Ouais. OK? Ou autre chose. C'est en préparation, mais c'est sûr qu'il y a un prochain épisode très bientôt. Continuez de nous suivre sur notre page Facebook, notre site Internet, les différentes plateformes de streaming. Prochain épisode 138.